Ce type est laissé derrière par son groupe après qu'ils aient vaincu un tas de monstres et avancé à la recherche de butin. Pourtant, il n'est pas contrarié. Au lieu de cela, il utilise sa compétence unique de recyclage, transformant chaque cadavre de monstre en point d'attribut, et gagne même une nouvelle compétence en bonus. Mais les autres éveillés ne supportent clairement pas un gars avec des pouvoirs aussi OP. Alors, quand ils rencontrent le boss du donjon, ils s'enfuient comme des rats et essaient de jeter notre gars en appât. Mais cela s'avère être leur plus grande erreur. Il recycle ses perdants aussi, gagnant quelques compétences utiles supplémentaires, ainsi qu'une vengeance bien méritée sur ceux qui se moquèrent de lui et le traitaient comme un déchet. Il n'y a pas longtemps, il était vraiment un déchet sans pouvoir, sans compétences, juste un morceau de viande. Il a été forcé de travailler comme récupérateur, collectant les restes après que les éveilleurs aient nettoyé le donjon. Cela a duré des années jusqu'au jour où un monstre loup a surgi de nulle part et son groupe s'est enfui, le laissant mourir comme ils le font habituellement. Il scrute la zone à la recherche d'armes et ne trouve qu'un bouclier en bois et un bâton en bois, tous deux classés au niveau 1. Le loup est en état critique et il réalise que c'est exactement l'opportunité qu'il attendait. Il engage le loup tandis que les autres récupérateurs crient qu'il est fou de tenter de combattre une créature que seuls les changeurs de métier peuvent gérer. Il répond qu'il le sait déjà et que toutes ses statistiques restent au niveau 1. Il réfléchit amèrement qu'avec des attributs aussi faibles, il ne peut même pas percer les défenses des monstres les plus faibles. Pourtant, il insiste sur le fait qu'il comprend cela mieux que quiconque. Il a juste besoin d'utiliser plus de force. Et avec cela, il frappe le loup. Pendant ce temps, Chen rit, amusé que les charognards paniquent après avoir vu le loup démon en état critique. Il remarque que bien qu'il puisse faire fortune en tuant quelques monstres, les charognards deviennent complètement inutiles face aux bêtes démoniaques, prouvant qu'ils ne sont que des déchets de bas étage. Un autre changeur de métier dit au groupe de ne collecter que les objets de valeur et de laisser le reste aux charognards pour nettoyer. Alors que les charognards continuent de crier au sujet du monstre bête, une fille informe le chef qu'il semble qu'un monstre soit passé par là, mais personne n'y prête attention. Chen dit aux autres de ne pas prendre le morceau de vêtement violet parce qu'il l'a déjà revendiqué. De l'autre côté, le protagoniste continue de combattre le loup et finit par enfoncer son arme dans l'œil du démon, portant un coup critique et gagnant un point. Chen s'approche et se moque de lui, raillant qu'il semble qu'un loup solitaire ait réussi à tuer une seule bête de bon niveau. Il le saisit par le col et lui crie dessus, exigeant de savoir pourquoi il agit comme un héros juste pour avoir tué un loup. Il crie qu'il ne gaspille pas d'argent sur des cadavres inutiles. Pendant ce temps, le protagoniste pense à devenir un changeur de métier. La carrière d'un changeur de métier n'est pas fixe. Une fois qu'une personne accumule suffisamment d'expérience pour atteindre le niveau 1, même un individu de niveau 0 peut changer de métier avec succès. Dans certains cas, ils peuvent même débloquer des métiers cachés. Pour y parvenir, il faut trouver des moyens de gagner de l'expérience afin de monter de niveau. Mais pour un niveau 0 qui ne peut infliger de dégâts aux bêtes démoniaques, c'est une tâche plus difficile que de monter au ciel. King a passé des années à risquer sa vie pour réussir des coups critiques garantis, juste assez pour infliger au moins un point de dégâts. Finalement, grâce à sa persévérance, il a réussi à accumuler de l'expérience. Maintenant, après avoir tué ce loup démoniaque, toutes les conditions se sont enfin alignées. Son expérience atteint 100 points, et il monte de niveau. En même temps, Chen devient furieux à l'idée que quelqu'un qu'il considère comme un déchet ait réussi à déclencher un changement de métier. King passe de charognard à charognard niveau 1, le niveau maximum pour cette classe. Chen éclate de rire, disant qu'après un changement de métier, il n'est toujours qu'un ramasseur de déchets. Il tape sa main sur l'épaule de Ching, en riant qu'il ne peut s'empêcher de rire. Il appelle cela une opportunité unique dans une vie, seulement pour que Ching choisisse un autre rôle sans valeur, qu'il ajoute lui convenir parfaitement. Il le qualifie moqueusement de charognard de niveau 1 et dit que puisque toutes ses connaissances sont parties, il devra gérer la mission de nettoyage seul. Puis Chen s'éloigne, appelant ses coéquipiers, disant qu'il a quelque chose à partager avec eux. Pendant ce temps, le protagoniste se demande s'il est toujours faible, même après avoir atteint le niveau maximum. Il marmonne qu'il ne peut utiliser aucun de ses attributs de montée en niveau parce qu'un charognard est limité au niveau 1. En regardant le cadavre du loup, il se demande quelles sont les véritables capacités du charognard. Soudain, ses yeux deviennent bleus et tous les détails sur le loup démon apparaissent devant lui. Un message apparaît, déchets recyclables trouvés, cadavre d'un loup spirituel de bon niveau. Stupéfait, le personnage principal regarde des mains magiques émerger de son dos et commencer à traîner le cadavre du loup démoniaque vers elle. Il se demande à voix haute si c'est l'aptitude d'un charognard au niveau maximum. Cela semble un peu effrayant, mais les mains absorbent avec succès l'intégralité du démon. L'intégration des déchets commence, et après un moment se termine. Les mains lui présentent une carte de ruée spirituelle et 3 points d'attribut, sa récompense pour avoir tué le loup démon. Essayant de donner un sens à tout cela, il réalise qu'ils peuvent acquérir des cartes et des points d'attributs personnels à partir de cadavres. Il ouvre son système d'attributs pour confirmer si c'est vrai. Les mains l'informent qu'il a besoin de 3 points d'agilité pour activer la carte. Sans hésitation, le protagoniste alloue ses 3 points d'attribut à l'agilité. Maintenant qu'il remplit les conditions pour utiliser la carte du loup spirituel, qui a actuellement 4 points et nécessite plus de 3 points d'agilité, on lui demande s'il veut l'activer. Il répond par l'affirmative, et son corps commence à absorber l'énergie de la carte. Il se demande ce qui a changé en lui, car rien ne semble visiblement différent. Les changeurs de travail lui crient de commencer à travailler. Alors qu'il essaie de marcher, ses pieds se mettent soudainement à avancer à une vitesse incroyable, le submergeant et l'envoyant s'écraser au sol.
En réalisant ce qui vient de se passer, il comprend que c'est la capacité accordée par la carte. En se levant, sa vision change. Les cadavres autour de lui affichent maintenant le message « Déchets recyclables trouvés ». Il réalise qu'il peut non seulement gagner des attributs, mais aussi recycler les pouvoirs des bêtes démoniaques et que c'est la capacité unique d'un charognard abyssal au niveau 1, son potentiel maximum. Encore une fois, les mains s'étendent de son dos, atteignant les cadavres. Il déclare avec admiration que cette capacité est immensément puissante. Il continue d'accumuler des attributs, tandis que notre garçon explique que dès le moment où il a touché le cadavre du loup spirituel, il a acquis une nouvelle capacité, la ruée de l'âme. La main fantomatique délivre alors un point d'attribut qu'il a gagné, et le protagoniste observe avec curiosité. Intrigué par le processus inconnu d'acquisition d'attributs pour la première fois, il réalise également que les cadavres du même type offrent moins de nouvelles capacités. En fait, les récompenses pour consommer des espèces identiques diminuent progressivement. Les mains le félicitent pour avoir obtenu un point d'attribut et expliquent les avantages de l'absorption. Pendant qu'elles le font, il se demande si les compétences nécessitent des cadavres frais pour des récompenses uniques. Son total de points d'attribut a atteint 111 et il réfléchit à l'endroit où les investir. En regardant son tableau d'attributs, il note qu'il semble peu probable qu'il manque de points à l'avenir. Il commence à les attribuer de manière égale. Ailleurs, les changeurs de métier combattent des monstres démoniaques, et il ne reste que 2 créatures. Pendant l'escarmouche, Chen informe son patron que notre garçon a changé de métier pour devenir un charognard de niveau 1. Le patron répond, admettant qu'il n'a jamais rencontré une table de changement de métier aussi remarquable. Un autre changeur de métier intervient, affirmant que bien que des métiers cachés soient parfois ajoutés au grand registre des changements de métier, les classements des métiers de haut niveau sont restés inchangés depuis des années. Ces soi-disant métiers cachés, dit-il, ne sont rien d'autre qu'une blague. Chen ajoute que son niveau le plus élevé n'a augmenté qu'à 1, le plaçant au rang F, légèrement plus fort que les autres récupérateurs de niveau 0, et pas grand-chose d'autre ne s'est amélioré. Leur patron leur ordonne d'arrêter de se concentrer sur notre garçon et de continuer à avancer. Bientôt, ils découvrent un tas de corps desséchés empilés ensemble. Le patron annonce qu'ils ont localisé la cible de la mission, les restes du capitaine du groupe de chasseurs de faucons. Un chasseur de job inspecte les corps, notant que la transformation abyssale a probablement eu lieu dans les dernières 48 heures. Pourtant, les cadavres sont anormalement desséchés. Il semble que leur essence ait été drainée par une sorte de magie noire. Une fille du groupe observe qu'ils n'ont rencontré que des loups zombifiés de bas niveau, ce qui rend d'autant plus bizarre qu'une équipe de rang B comme le groupe de chasseurs de faucons périsse ici. Soudainement, les cadavres commencent à bouger et à avancer vers eux. Pendant ce temps, un présentateur de nouvelles rapporte qu'une transformation abyssale a éclaté au centre commercial du peuple dans la ville de Chenfeng. Elle a été initialement classée comme une mutation de niveau B, et le nombre actuel de personnes disparues a déjà atteint 217. De retour sur les lieux, leur chef crie à tout le monde de battre en retraite. Ils ont été trompés. Alors que les corps attaquent, Chen remarque qu'ils se demandaient où étaient passés tous les cadavres. Maintenant c'est clair, ils ont été amassés en une montagne grotesque. Le patron les avertit à nouveau de ne pas tomber dans le piège. Ils ont été utilisés comme appâts pour attirer les proies plus loin à l'intérieur. Soudain, une plante abyssale carnivore de haut niveau classée A émerge. C'est le véritable maître de l'abîme. Le groupe de chasseurs faucons réanimés se précipite à l'attaque. Ailleurs, le protagoniste est assis calmement, examinant ses statistiques. Il a atteint le jalon de novice récupérateur lors du test de la ville en recyclant 50 cadavres. Le système affiche sa récompense, un collier en forme de cœur de qualité ordinaire et une dague basique. Cependant, le protagoniste est visiblement déçu, rejetant les récompenses comme étant de bas niveau. Juste à ce moment-là, une voix hostile l'atteint. Le cadavre animé est sur lui. Instantanément, il déclenche un test d'agilité et évite le coup avec un mouvement vif et fluide. En regardant la créature, il murmure qu'il a vraiment cru qu'il pourrait mourir à l'instant. En même temps, il réalise que ses réflexes se sont accélérés, probablement grâce au point d'attribut qu'il a récemment attribué. Sa force a également augmenté, confirmant qu'il est devenu nettement plus puissant. Le protagoniste active l'élan spirituel et se prépare à contre-attaquer le cadavre animé, déclarant que lui aussi est maintenant un changeur de métier et que cette fois, les dégâts ne seront pas nuls. Il déclenche un test de force de 20, brisant la défense de la cible et doublant ses dégâts physiques. Il ressent une vague de satisfaction avec cette nouvelle version de lui-même. Avec 20 points alloués à l'intelligence, sa perspicacité accrue lui permet de détecter les pièges cachés par la cible. En étudiant la créature, un humain parasité au niveau de l'essence, il identifie sa faiblesse, le feu et la jonction de son coup. Il frappe avec le poignard ordinaire, visant le point vulnérable, et élimine avec succès l'humain parasité. Cette action déclenche un test de constitution de 20 et active l'effet cadavérique du fruit de résistance au poison. Pendant ce temps, Ching est extatique. C'est la première fois qu'il tue quelque chose entièrement par lui-même. Le système l'informe que l'humain parasité peut maintenant être recyclé. Il accepte. Lors du recyclage, le système lui accorde une compétence passive appelée évaluation toxique, qui lui permet de convertir les effets de poison en effets bénéfiques. Il examine la carte de compétences, réalisant que cela signifie qu'il peut désormais traiter les potions avariées comme des toniques. Le système rapporte en outre qu'il a gagné 5 points d'attributs allouables. Il lui remet ensuite une potion avariée et lui demande de la décomposer, indiquant que même un poison sévère peut devenir une force positive. Il la boit pour tester l'affirmation, et tous les effets critiques se transforment en effets de guérison.
Le système révèle que toutes ses valeurs d'attributs de base ont maintenant doublé. Un effet qui durera 10 minutes. Ching sent une puissante énergie monter en lui. Il revoit ses attributs une fois de plus, mais un bruit derrière lui attire son attention. En se retournant, il voit une horde d'humains parasités se précipiter vers lui. Se préparant, il se lance dans le combat, déclarant qu'il est Ching, un récupérateur, et qu'il est sur le point de prouver à tous ceux qui l'ont traité de déchet ou d'inutile à quel point ils avaient tort. De l'autre côté, les changeurs de métier combattent également ces créatures, et l'un d'eux remarque qu'ils sont en fait devenus plus forts qu'avant. La raison principale est que la plante carnivore est celle qui les contrôle. Le chef ordonne une retraite, mais les humains parasités commencent à les massacrer un par un. Chen fuit la scène, déterminé à ne pas mourir ici. Il insiste sur le fait qu'il ne va pas perdre son argent puisqu'il a déjà acquis beaucoup d'équipements. Tout ce dont il a besoin maintenant, c'est d'une excuse crédible pour expliquer la défaite de l'équipe. En courant, il les regarde en arrière. Soudain, quelqu'un le percute, le jetant au sol, et il réalise que c'est ce déchet de charognard. Pendant ce temps, Ching le confronte, exigeant de savoir s'il a vraiment trahi son équipe juste pour sauver sa propre vie. Mais Chen regarde au-delà de lui, les yeux fixés sur le tas d'humains parasités derrière Ching, et demande s'il les a vraiment tous tués. Dans son esprit, Chen conclut qu'il ne peut pas laisser ce type partir. Il pourrait tout révéler au superviseur. Chen grogne au protagoniste, criant que s'il veut vraiment devenir plus fort, il devrait se donner en pâture au monstre. Il donne un coup de pied, mais le corps de Ching réagit automatiquement, déclenchant un test de force qui provoque une douleur soudaine dans la jambe de Chen, le faisant s'effondrer au sol. Le protagoniste se tient au-dessus de lui et déclare froidement que Chen est en fait pire que des ordures. À ce moment-là, les mains grotesques émergent à nouveau et traînent Chen malgré ses cris frénétiques à l'aide. Quelques instants plus tard, les mains le rejettent, le déclarant déchet non recyclable. Pendant ce temps, le système informe le protagoniste que sa capacité de recyclage a été améliorée. Il cible maintenant les capacités inutiles qui peuvent être recyclées avec le consentement de l'utilisateur. Il active une carte, contrôleur de toutes les flammes. Le système l'informe que la compétence boule de feu nécessite 15 points d'intelligence, et avec 50 points disponibles, il peut déclencher à la fois l'effet Overcast et la compétence boule de feu, la faisant évoluer en grande explosion de flammes. Un essaim d'humains parasités se précipite vers lui. Alors il libère la boule de feu améliorée, les réduisant en cendres en quelques secondes. Mais il crie soudainement de frustration. Il voulait les recycler. Un humain parasité se jette sur lui par derrière. Mais après une lutte acharnée, il parvient à le tuer. Le patron du changeur de métier s'est également transformé en monstre, et le protagoniste l'affronte aussi. Après l'avoir vaincu, il s'excuse d'avoir recyclé son cadavre. King acquiert une carte de maîtrise de dague, lui conférant la capacité de manier une dague comme un assassin et de déclencher une rafale d'attaque de poignard. Lorsqu'il active la carte, il sent la dague devenir plus réactive et efficace dans sa main. Notre protagoniste repousse des humains parasités tandis que Chen est assis devant les superviseurs dans la salle d'interrogatoire. Il le questionne sur sa mission de localisation des corps du groupe Falcon, lui rappelant que sans ces cadavres, il ne recevra aucune récompense. En arrière-plan, les attributs de Ching grimpent de manière spectaculaire. Il se tient maintenant devant une plante carnivore massive. Les superviseurs pressent à nouveau Chen au sujet des corps manquants. Il leur dit que les corps ont été traînés dans l'abîme par cet homme, mais ils ne le croient pas. Selon leur dossier, Chen est le seul survivant de ce donjon, donc la personne dont il parle ne devrait pas exister. Ce qui les rend encore plus suspicieux, c'est le fait que son niveau est tombé à 1 après son retour. Chen crie que l'homme non seulement a pris les cadavres, mais a aussi recyclé ses capacités. Mais les superviseurs rejettent cela comme une hallucination, se moquant de l'idée de quelqu'un recyclé et recraché. Leur incrédulité les amène à marquer l'équipe comme des traîtres. Pourtant, Chen tient bon, insistant sur le fait qu'il dit la vérité, que l'homme des ordures lui a vraiment fait ça. Pendant ce temps, notre protagoniste se tient devant l'entrée d'un abîme de rang B, réfléchissant au passé. Il se souvient d'avoir vendu des cristaux magiques sur le marché noir et d'avoir reçu à peine 30% de leur valeur. Le commerce privé était illégal car le marché des cristaux était monopolisé par les dernières entreprises, et le maigre profit l'aidait à peine à rembourser ses dettes. Maintenant, s'il utilise la capacité de recyclage trop ouvertement, quelqu'un pourrait le dénoncer au superviseur. Avec son étrange travail caché, il y a un réel risque qu'il le détienne pendant plus d'1 an pour des recherches. Il jette un coup d'œil à sa main marquée d'un emblème de recyclage, un rappel permanent du travail secret. Pour l'instant, son objectif est de gagner de l'argent. Il est rejoint par un groupe de changeurs de métier se préparant à entrer dans l'abîme nouvellement apparu, ce qui signifie que les récompenses seront doublées cette fois-ci. Le patron appelle les changeurs de métier à s'avancer et à s'inscrire, seulement ceux de rang B et au-dessus. King s'avance, déclarant qu'il est un récupérateur, niveau 1, et demande s'il est qualifié. Le patron éclate de rire, se moquant de lui pour s'être même appelé un changeur de métier. Il lui fait signe de se mettre à l'arrière et de se contenter de ramasser les déchets. King forme un plan discret. Il restera à l'arrière, jouera le rôle d'un faible et rassemblera secrètement des cadavres et des débris sans être remarqué. Juste à ce moment-là, un homme saisit le poignet de Ching quand une fille arrive, la fille de la famille Lu, qui a récemment éveillé son emploi choisi par les dieux.
Elle leur ordonne d'emmener Ching, affirmant qu'ils ont déjà assez de monde. C'est Lu Xingran, l'étoile montante du groupe de chasse, largement connu comme l'enfant choisi par les dieux. L'homme objecte, soulignant que Ching n'est qu'au niveau 1 et n'a aucune preuve de qualification. Lu écarte cela, disant que ça n'a pas d'importance. De toute façon, tout le monde là-bas n'est que du remplissage, comme des déchets. L'homme cède, convenant qu'elle a le dernier mot puisque le groupe de chasse opère sur la propriété de sa famille et est responsable de sa protection. Alors que Ching réfléchit au fait d'avoir presque été expulsé, il décide de saisir cette opportunité. Il étudie le visage de Lu, essayant de se rappeler où il l'a déjà vu. Cela lui revient. Il y a 2 ans, quand il a tué son premier démon, elle était là, le regardant avec stupéfaction, demandant comment quelqu'un comme lui, un simple ramasseur d'ordures, pouvait faire une telle chose. Elle avait admis qu'elle avait seulement entendu parler de gens utilisant cette méthode pour monter de niveau, mais n'avait jamais imaginé que quelqu'un le ferait réellement. Il avait répondu qu'il voulait seulement gagner de l'argent et avait alors commencé à collecter des cristaux magiques. Elle lui avait dit qu'elle ne pouvait pas croire qu'il risquerait sa vie juste pour de l'argent. Il avait répliqué que les changeurs de métier comme elle n'avaient aucune idée de la dureté et de l'amertume de la vie pour des gens comme lui. Furieux, il l'avait accusé d'abandonner tout le monde, choisissant d'avancer seul tandis qu'il se jetait dans la bataille contre les bêtes démoniaques, juste pour survivre. Elle avait crié en retour qu'elle ne le faisait que pour devenir plus forte. Elle voulait être la première à conquérir cet endroit. Lorsqu'il lui avait demandé de quel endroit elle parlait, elle avait éludé en questionnant sa raison de vouloir changer de métier. Il lui avait dit qu'il voulait devenir fort pour protéger sa famille. Il se souvient qu'après s'être présenté, elle lui avait souhaité bonne chance et avait dit qu'elle avait hâte qu'il devienne un changeur de métier. Elle l'avait même invité à rejoindre son équipe une fois qu'il aurait changé de métier, proposant qu'ils conquièrent cet endroit ensemble. Ils avaient conclu un accord. À l'époque, elle avait déjà tué 30 démons tandis qu'il n'en avait réussi qu'un. Elle lui avait dit qu'elle le retrouverait après son changement de métier. Puis les hommes de son père sont arrivés. Ils l'avaient cherchée après qu'elle se soit éclipsée. Ils ont réprimandé Ching pour s'être tenu près d'elle et ont essayé de la ramener. Alors qu'elle était emmenée, elle lui lança un cristal, disant que c'était sa récompense. Ching était parti de son côté après cela. Maintenant, se tenant à nouveau à ses côtés, il se souvient de son nom, Lu Xingran. Un autre homme entend la remarque et le gifle, déclarant qu'elle est bien Lu Xingran et exigeant de savoir à quoi il pense. Il lui ordonne alors d'aller récupérer les cristaux. Pendant que les autres bougent, il la regarde de derrière, murmurant qu'il fera de son mieux pour ne décevoir personne. Lu l'entend et répond sèchement que c'est bien que son ton reste hostile. Elle ordonne ensuite à tout le monde de se déplacer dans l'abîme immédiatement. Ils commencent à entrer dans la porte un par un tandis que le garçon promet silencieusement de faire fortune cette fois. Dans le dernier abîme, il avait maîtrisé les capacités de guerrier bouclier, d'assassin et de berserker, et avait même acquis une compétence de niveau boss, la super régénération de la plante carnivore. De plus, en utilisant sa méthode d'allocation de points de radar, il avait éliminé toutes les faiblesses, quel que soit le métier choisi. Chaque attribut pouvait désormais dépasser 100 points, répartis uniformément sur 6 statistiques. C'était lui qui avait tout recyclé dans l'abîme précédent. Alors qu'ils avancent plus profondément dans l'abîme, ils se demandent quel niveau correspond réellement à 100 points d'attribut. Son œil observateur balaie les autres statistiques. Il se moque d'un homme dont la force n'est que de 12 points avec un misérable point en intelligence. Il calcule que si la force d'un mortel normal est d'1 point, alors quelqu'un avec 12 points a 12 fois cette force. Par cette logique, avec sa propre force à 100 points, il possède un avantage 100 fois supérieur à une personne normale. Soudain, un grondement fort résonne dans la caverne, mais Ching le rejette comme étant le résultat de structures instables. Quelques instants plus tard, quelqu'un crie qu'il a trouvé un coffre et tout le groupe se précipite. Sans aucun assassin parmi eux, ils réalisent qu'ils ne peuvent pas l'ouvrir. C'est un coffre de niveau rang A. Mais le protagoniste lève la main et, après quelques secondes, parvient à le déverrouiller avec succès. Un homme halète d'incrédulité, soulignant que seuls les assassins ou ceux au-dessus du niveau 5 peuvent déverrouiller de tels coffres. Il exige de savoir comment le protagoniste a réussi. Calmement, il explique qu'il est un récupérateur de niveau 1 et que les récupérateurs tombent souvent sur des coffres comme celui-ci en fouillant dans les débris. L'homme hoche la tête et dit qu'ils partageront le butin après la mission et qu'ils devraient rester concentrés pour l'instant. Alors qu'il continue d'avancer, le protagoniste s'arrête soudainement et avertit un homme de ne pas bouger. Il sent quelque chose devant. Il lance une pierre en avant et immédiatement, les murs des 2 côtés commencent à se refermer, choquant tout le monde. Il commence à se demander s'il est vraiment juste niveau 1. Il explique que ce n'est rien de spécial. Les récupérateurs développent naturellement des compétences de perception des pièges grâce à l'expérience. Pendant ce temps, Lu écoute silencieusement depuis l'arrière. Son système affiche un test de tromperie. Les gens commencent à croire en lui, ce qui confirme que ses 100 points d'intelligence fonctionnent comme prévu. Le chef lui remet une carte nommée Masse cassée à une main, une arme utilisable au niveau 1. Le protagoniste l'accepte, mais réalise que son évaluation dans leur esprit n'est toujours pas très élevée. Il continue jusqu'à atteindre une salle spacieuse avec un objet lumineux placé au centre. Un homme commente que cela ressemble au trésor à la fin du niveau, et atteindre ce point a été étonnamment facile. Il suppose que peut-être la salle de récompense de cet abîme ne contient pas de monstres. Le système confirme au protagoniste que cet abîme est d'un type spécial. Sa salle de récompense ne contient que des trésors et aucun ennemi.
Au centre, une tablette de pierre flotte au-dessus d'un gobelet rempli de liquide rouge. Un homme ramasse la tablette, mais Lou avertit rapidement tout le monde de rester sur leur garde car des monstres pourraient apparaître à tout moment. L'homme, en pointant la pierre, affirme qu'ils ont juste besoin de récupérer le dernier trésor et ensuite ils pourront partir. Pendant ce temps, le liquide dans le gobelet commence à bouillir de manière incontrôlable. Le système alerte le protagoniste que l'épreuve de sang a commencé et soudain, tout le sang jaillit du gobelet. Il réalise rapidement que ce n'est pas une salle de récompense, c'est un piège. Lou l'identifie comme le cauchemar de sang et ordonne à tout le monde de se préparer au combat. Le protagoniste décide d'utiliser seulement 25% de sa force pour éviter de révéler toute sa puissance. Il met la bague de faiblesse, qui réduit tous les attributs d'un pourcentage sélectionné. Il se rappelle à quel point il avait été furieux lorsqu'il l'avait acquise pour la première fois, se demandant pourquoi il porterait quelque chose qui l'affaiblit. Mais maintenant, il se dit que ce qui semblait autrefois inutile pourrait s'avérer être son outil le plus précieux. Il commence à combattre les esprits de sang, qui se brisent instantanément d'un seul coup. Mais bientôt, il réalise que les esprits se condensent en formes humanoïdes. Le cauchemar de sang commence fragile, mais se renforce rapidement en imitant et en contrant ses adversaires humains. Bien qu'il continue d'attaquer la créature alors qu'elle prend des traits plus humains, elle refuse de mourir. L'un d'eux s'exclame finalement « Il semble que ces choses soient immortelles ». Lou élimine les cauchemars de sang avec une technique impeccable, les gelant d'abord, puis les réduisant en fragments. Elle fronce les sourcils, perplexe quant à la raison pour laquelle les autres ne peuvent pas les gérer de la même manière. Alors qu'un autre éclate sous son cou, elle murmure que les déchets restent des déchets, peu importe la forme. Mais une autre fille rétorque, soulignant que les créatures sont trop rapides, ne laissant aucune ouverture pour lancer des compétences magiques appropriées. Pendant ce temps, le protagoniste envisage de les vaporiser sur place car son épée s'avère inutile contre ses ennemis. Il canalise des incantations puissantes, déclenchant une explosion flamboyante. Autour de lui, ses alliés murmurent, incrédules, qu'une personne de niveau 1 utilise un sort d'évocation de grade S. Il ne reste plus que quelques cauchemars de sang maintenant. King en tue un autre, mais la bête refuse de rester à terre et se multiplie devant eux. Ce monstre particulier n'est pas une menace ordinaire. C'est un cauchemar de sang de niveau roi. Ils sont tous secoués, luttant pour comprendre comment une telle créature a pu se retrouver dans un abîme de rambais. Le protagoniste plisse les yeux, la suspicion grandissant. Ces monstres peuvent imiter les formes de leurs cibles et devenir plus forts face à des ennemis puissants. Il reconstitue le puzzle. Le cauchemar a dû absorber ses attributs et évoluer en une entité de niveau roi. Maintenant, le monstre concentre ses attaques sur lui. Il se faufile entre les coups, esquivant avec précision, mais réalise que la force brute ne suffira pas à vaincre une créature renforcée par son propre pouvoir. Lou s'avance, les yeux perçants, et lui dit de reculer. C'est elle qui est capable de gérer un adversaire de cette envergure. Elle fonce et tranche le cauchemar, l'enfermant dans une glace cristalline. Les yeux du protagoniste s'écarquillent en réalisant qu'elle a maîtrisé le domaine du givre. Lou, cependant, perçoit rapidement la vérité. Elle ne peut pas le vaincre seule. Sa force est encore insuffisante face à quelque chose de si puissant. Un souvenir refait surface. Ses subordonnés l'avaient averti à propos de l'abîme, notant les niveaux d'énergie instables et l'exhortant à ne pas s'y aventurer seul. À l'époque, son corps était enveloppé de bandages après un accident dévastateur. Maintenant, elle les retire, révélant les blessures guéries, et déclare que le moment est venu de défier son objectif ultime, le niveau supérieur sombre de la tour. Elle réfléchit amèrement qu'elle n'atteindra peut-être jamais les sommets que ses frères et sœurs ont atteints, mais si elle échoue à conquérir cet abîme, elle n'a pas le droit de porter le nom de famille Liu. Serrant les dents, elle s'élance en avant et lance une autre puissante attaque sur le monstre. Alors qu'elle frappe, un drapeau de givre se matérialise devant elle. Le système annonce que la vitesse de tous les alliés dans un rayon de 30 mètres a augmenté de 50%. Déterminée, Liu pense que même si elle ne peut pas le tuer sur le champ, elle peut encore le geler complètement, et quand le moment viendra, frapper à nouveau avec toute sa force. À proximité, Ching observe attentivement. Il murmure que ce rang S légendaire est vraiment un travail choisi par Dieu, mais au fond de lui, il n'est pas seulement impressionné, il est impatient de voir quelle force prévaudra, le cauchemar de sang de niveau roi ou le chevalier choisi par Dieu, Liu Xingran. Le monstre refuse de mourir malgré le barrage incessant d'attaques. Elle réalise que même avec son rang S, sa force est insignifiante comparée à celle de ses frères et sœurs aînés. Partager le nom de famille Liu ne lui apporte aucun réconfort. Parmi sa famille, elle se sent comme le maillon faible. Les souvenirs affluent de ses frères et sœurs se moquant d'elle, la traitant de déchet. Il ne lui avait jamais permis de descendre dans l'abîme, affirmant que c'était trop dangereux. Maintenant, elle est désespérée de devenir plus forte, même si cela signifie commencer par l'abîme des novices. Elle croit que tant qu'elle surmonte chaque épreuve, elle pourra un jour surpasser ses frères et sœurs et même s'élever au-delà d'eux. Se ressaisissant, elle abat son arme avec fureur sur la tête du monstre. Mais la bête riposte, attaquant violemment, et des voix autour d'elle crient des avertissements de se retirer. La panique se répand alors qu'il se rappelle que cette créature a même dominé un chasseur de rang S. Aucun d'eux n'a une chance seule. Le monstre se prépare à frapper à nouveau, mais King se précipite, interceptant le coup. Ses yeux se plissent, scrutant la créature avec précision, s'appuyant sur son œil observateur pour identifier sa faiblesse. Si cette créature atteint le niveau roi, elle gagnera une résistance aux effets de statut de base, et en évoluant davantage, elle pourrait devenir immunisée contre le gel, le vertige, la paralysie et la lenteur.
Le pire de tout, ses faiblesses existantes disparaîtraient entièrement. Il sait qu'il n'y a plus de temps pour hésiter. Il canalise chaque attribut qu'il possède, se préparant à tout donner contre le cauchemar de Sang. Liu avale une potion de guérison, les yeux fixés sur Qing alors qu'il défie le monstre de front. Kang, entièrement concentré, scrute la bête à la recherche de la moindre vulnérabilité, conscient que même s'il la blesse, le corps du monstre se régénérera. Une pensée soudaine le frappe. Et si la créature était contrôlée à distance? Il appelle les autres, les exhortant à lui donner le bloc. Il avait été retiré juste avant l'apparition du cauchemar de Sang, donc la connexion doit exister. Un homme réagit rapidement, donnant un coup de pied au bloc vers Qing. Bien que l'objet soit couvert d'écritures anciennes, Qing le déchiffre facilement grâce à son intelligence. Le bloc de glyphe détient la clé. Ce n'est qu'en déchiffrant l'incantation que le cauchemar de Sang peut être tué. L'anxiété le saisit alors qu'il réalise que la solution était à portée de main depuis le début. Il lui suffisait d'utiliser l'œil observateur dès le début. Sans hésitation, il jette le bloc dans la bouche du roi cauchemar de Sang. Le monstre entre immédiatement dans son mode invincible, puis se fige en plein mouvement. L'eau s'avance, l'étudie de près et demande s'ils se sont déjà rencontrés. Quelque chose chez lui semble familier. Kang, surprise, se demande comment elle ne l'a pas reconnu plus tôt. Il lui rappelle qu'ils se sont croisés il y a 2 ans. À l'époque, il était un charognard et a pris ses points d'expérience. En fait, c'est un des tout premiers points d'expérience qu'il ait jamais gagnés. Sa mémoire se remet en place. Elle se souvient du garçon qui avait récupéré les 0,5 points manquants d'un monstre qu'elle avait tué. Elle dit qu'elle se souvient maintenant. Son nom est Ye King, ce qui signifie amusamment aventure d'un soir. Le visage de Qing devient rouge alors qu'il la corrige. Son nom est en fait Ye Qing. Elle rit, admettant qu'elle n'aurait jamais imaginé qu'il réussirait à changer de métier. Il répond fièrement, annonçant qu'il est maintenant un charognard de niveau 1. Elle le regarde pensivement, impressionnée qu'il ait tout risqué, et réussit à changer de classe. Pendant ce temps, Qing devient de plus en plus troublée sous son regard persistant. Elle brise enfin le silence, informant les autres que le bloc de glyphe va maintenant circuler dans le corps du cauchemar de Sang. Cependant, son contrôle sur le domaine de givre est temporairement désactivé. Elle demande à Ye Qing de localiser le bloc à l'intérieur de la bête. Qing s'y attendait. Peu importe la force d'une personne, il arrive un moment où elle ne peut pas surmonter tous les défis seule. Elle aura besoin de soutien. Il la regarde et lui propose un coup de poing amical, lui disant de considérer cela comme sa récompense de 0,5 et suggère qu'ils affrontent le monstre ensemble. Elle sourit et lui rend le geste, déclarant qu'il a intérêt à ne pas la ralentir pendant le combat. Autour d'eux, les autres membres de l'équipe se rassemblent, leurs voix s'élevant à l'unisson. Ils sont déterminés à gagner, impatients de contribuer de toutes les manières possibles. Avec une résolution renouvelée, Qing s'adresse à eux tous, exhortant chacun à avancer ensemble. Il promet qu'ils s'en sortiront vivants ensemble. King annonce qu'il ne reste que 5 secondes avant que l'invincibilité ne s'estompe, puis le monstre entrera dans sa phase de berserker. Il se déchaînera de manière incontrôlable pendant les 30 secondes suivantes. Il exhorte tout le monde à profiter de cette dernière fenêtre de 30 secondes et à revenir vivant cette fois. Des cris éclatent du groupe, chacun criant sa détermination à survivre. Ils se précipitent ensemble vers le monstre. Un membre fonce en avant pour attirer l'attention de la créature. Liu lance un ordre à une fille nommée Mage, lui demandant de viser les tentacules du monstre et de protéger le charognard. Mage déchaîne ses attaques maintenant, la magie flamboyant alors qu'elle frappe les membres agités. Le protagoniste déclare que le bloc de glyphe est la clé pour mettre fin à l'épreuve de Sang, et que s'il est détruit par une boule de feu, l'épreuve ne se terminera jamais. Elle demande anxieusement ce qu'ils vont faire. King envisage de le récupérer manuellement, ayant l'intention de le retirer lui-même. Elle crie en protestation, insistant qu'il ne peut pas simplement plonger dans l'estomac du monstre pour l'extraire. Mais Qing rétorque qu'il va regarder directement à travers son corps. Sans hésitation, Liu ordonne à l'archer de viser le plafond et de faire tomber les pierres pour créer des marches de fortune pour Qing. Les flèches volent l'une après l'autre, délogeant des pierres qui s'écrasent au sol en dessous. Pendant ce temps, elle se concentre sur l'affaiblissement des vents furieux du cauchemar de Sang. Elle tente de donner d'autres ordres aux autres, mais Qing l'interrompt, l'exhortant à tout lui laisser alors qu'il se précipite vers le monstre. En courant, il raisonne que sa super régénération peut guérir rapidement les blessures, rendant les attaques mineures inefficaces. À travers le champ de bataille, Liu tente de geler à nouveau le corps de la créature. Elle conseille à Qing de viser la poitrine. C'est l'endroit le plus pénétrable. Sachant qu'il manque de vitesse pour une attaque directe, Qing active son mode berserker, augmentant sa vitesse de 20%. Il avale une potion de guérison d'un trait. Il se souvient aussi de la potion de lenteur qu'il a ramassée à l'entrée de l'abîme, un objet inutile qui pourrait enfin servir à quelque chose. Rassemblant sa force, il se jette sur le monstre, rugissant que c'est son coup final. Mais le monstre fouette avec ses tentacules, le frappant en plein vol. Il s'écrase au sol, glissant loin sur le sol. Gémissant, il murmure que son mouvement dramatique a lamentablement échoué, et qu'il aurait vraiment dû rester discret. Soudain, sa capacité de recyclage s'active, sauf que cette fois, c'est lui qui est ciblé pour être recyclé. Des mains éthérées surgissent autour de lui, l'entraînant vers l'intérieur. Liu et les autres reculent sous le choc, essayant frénétiquement de comprendre ce qui se passe. Mais ensuite, Qing ressort brusquement. Il ne peut pas être recyclé. Souriant, il ordonne aux mains de le projeter avec toute leur force. Cela faisait partie de son plan.
les mains le projettent directement dans l'estomac du monstre. Alors qu'il déchire la chair intérieure, il ressort de l'autre côté, serrant le bloc dans sa main. Le roi cauchemar de sang s'effondre au sol, signalant la fin de l'épreuve de sang. Les autres s'efforcent de comprendre ce qui vient de se passer, puis réalisent lentement qu'ils ont triomphé du monstre. La joie éclate parmi eux alors qu'ils crient de victoire, et sans prévenir, tout le monde commence à monter de niveau. Tout le monde sauf le protagoniste, qui reste statique, ayant déjà atteint le niveau maximum. Le cadavre du monstre s'enflamme, se consumant en cendres et laissant derrière lui une boîte en bois, le véritable trésor. Ils commencent à collecter les cartes avec empressement, et le protagoniste en reçoit également une, mais son niveau requis est 100. La fureur monte en lui alors qu'il se demande pourquoi son niveau maximum est limité à 1, rendant chaque carte complètement inutile pour lui. Frustré, il jette la carte, mais Liu l'exhorte à distribuer les cartes aux autres puisqu'il a le plus contribué. Il se tourne vers elle et insiste sur le fait qu'il doit lui dire quelque chose. Pendant ce temps, un grand groupe d'hommes, serviteurs de la famille Liu, se préparent à entrer dans l'abîme pour la sauver, elle et l'équipe. Mais avant qu'ils ne puissent avancer, elle émerge, déclarant qu'il n'y a pas besoin de sauvetage. En la voyant, les hommes éclatent en larmes de soulagement. Un homme, tenant un microphone, annonce bruyamment que Liu Jingran a réussi à franchir un abîme toute seule. Elle se vante fièrement devant l'assemblée qu'elle est capable de tout faire seule. Après tout, elle est de rang S. Les autres membres de l'équipe commencent à se disperser, convenant de garder tout cela secret. Liu se souvient du moment où Qing lui a demandé une faveur à l'intérieur de l'abîme. Il avait d'abord remarqué que, puisqu'elle était de la famille Liu, l'argent ne serait pas un problème, et il lui a proposé de lui vendre les objets. Il lui a proposé 500 cristaux magiques, en lui accordant une réduction. Elle a accepté l'affaire. Il lui a ensuite donné pour instruction qu'une fois sorti de l'abîme, il devait tous agir comme s'il n'avait jamais été là, et qu'elle avait entièrement franchi l'abîme toute seule. Après cela, il se détourna, disant qu'il resterait un moment, et partirait en secret. Liu, le regardant s'éloigner, tenta de comprendre son motif, s'il cherchait à la rembourser ou à la laisser endetter. Avec les autres parties, le protagoniste reste seul, assis dans l'abîme. Le bloc repose immobile devant lui. Alors qu'il se prépare à lancer un sort dessus, un minuscule cauchemar de sang, l'entité qui contrôlait les autres, émerge de l'intérieur. Le protagoniste exige qu'il devienne sa force, insistant sur le fait qu'il ne voudrait pas rester un déchet, seulement pour être écrasé par les autres. En réponse, les mains s'étendent et recyclent le Blood Nightmare. Il acquiert la capacité de corps de cauchemar, lui permettant de consommer l'essence vitale pour invoquer un clone de cauchemar. Le clone peut imiter son hôte, subir ou infliger une seule instance de dégâts et a un temps de recharge de 30 secondes. Il obtient également une carte nommée Corps de cauchemar. Le protagoniste remarque que cela sera un atout puissant dans les batailles à venir. Ailleurs, Qing est assis dans un restaurant, triant tout l'équipement qu'il a. Même s'il a donné à Liu des objets inutiles en raison de leurs exigences de haut niveau, il lui reste encore une grande quantité d'équipements. Il sait que les superviseurs le remarqueront, mais cela ne les dérangera pas même s'il les vend. En parcourant l'inventaire, il appuie accidentellement sur le bouton de recyclage, ce qui entraîne le traitement d'une pièce d'équipement et lui rapporte un point BP en retour. Perplexe, il essaie de comprendre ce qui vient de se passer. Le système de tutoriel explique que le recyclage est le processus de tri des déchets après une classification préliminaire, puis de broyage, de fusion et de séparation en matériaux recyclables. BP, précise-t-il, est une substance universelle extraite de l'équipement inutile en décomposition. Elle peut être utilisée pour améliorer, réparer et créer de nouveaux objets. Le système lui assigne ensuite une tâche, compléter la réparation d'une dague ordinaire pour un coût de 5 BP. Il réfléchit à la manière de réaliser la tâche. Le poignard, avec une durabilité actuelle de 33, était quelque chose qu'il avait déjà prévu de jeter après avoir vaincu le boss. Avec un BP déjà gagné, il n'en a besoin que de 4 de plus, alors il commence à décomposer plus d'objets pour rassembler les points restants. Le système non seulement répare le poignard, mais augmente aussi sa puissance d'attaque et sa durabilité, confirmant que d'autres objets inutiles peuvent également être améliorés. Il le félicite d'avoir terminé le tutoriel et l'invite à choisir une récompense, soit un plan novice, soit une augmentation aléatoire de la valeur d'un attribut de 2. Le protagoniste choisit le plan de magie conventionnel. Notre protagoniste comprend que les points d'attribut ne sont pas particulièrement importants pour le moment. Ce qui compte vraiment, c'est de découvrir ce qui se cache dans l'abîme, qui reste extrêmement imprévisible. Tout le monde sait que de nombreux aventuriers sont entrés dans l'abîme, mais ont manqué d'énergie magique bien avant d'atteindre la salle du roi, les obligeant à battre en retraite. Dans de tels cas, les bouteilles magiques jouaient un rôle vital dans leur survie. Le système le félicite pour avoir acquis la capacité de régénération d'objets, mais ajoute immédiatement que régénérer une bouteille magique nécessite 6 points de bonus et un contenant aléatoire. Il se demande ce qui pourrait être considéré comme un contenant aléatoire, puis appelle le serveur et en demande un. Après l'avoir reçu, il recycle les déchets à l'intérieur, se préparant pour le processus de régénération. Il regarde l'écran devant lui, jouant à un mini-jeu tandis que le serveur le regarde avec une suspicion croissante. Finalement, il parvient à régénérer la potion magique et la boit. Le goût le fait presque vomir. C'est comme du jus rance, mais il se force à l'avaler. Ses statistiques magiques commencent à augmenter et sa fatigue diminue considérablement. Se sentant rechargé, il quitte le café pensant qu'il pourrait être capable de franchir un autre abîme aujourd'hui. Alors qu'il sort, un groupe d'hommes à proximité l'interpelle immédiatement, demandant
s'il est Ye Qing. Ils remarquent à quel point il a l'air différent après seulement quelques jours. L'un d'eux pose une main sur son épaule, affirmant qu'ils savent qu'il a trouvé une sorte de trésor en fouillant dans les ordures, et qu'ils le cherchent depuis. King leur dit calmement de le laisser tranquille. Il a déjà remboursé toutes ses dettes avec les intérêts. Mais l'homme plonge sa main dans la tasse de Ching Ching et ricane que même si la dette est réglée, le contrat n'a pas expiré. Selon lui, un ramasseur de déchets devrait continuer à vivre comme un déchet. Il jette le thé au lait de Ching par terre et commence à se moquer de lui. Leur véritable intention de le malmener devient évidente. Sarah regarde autour de lui, cherchant des caméras de surveillance. Il sait qu'utiliser des capacités en dehors de l'abîme est strictement interdit pour les changeurs de métier. Seuls les agents de la loi et certains personnels armés sont autorisés à les utiliser, donc s'il veut riposter, il doit d'abord trouver un angle mort de la caméra. Le voyou lui ordonne de manger les perles par terre et de lécher le thé au lait renversé, en riant que c'est exactement ce qu'un ramasseur d'ordures est censé faire. King refuse d'obéir. Furieux, l'homme recule pour le frapper, mais à ce moment-là, quelqu'un intervient. Un homme nommé César, un membre de rang S du groupe de chasse Blood Oath, apparaît soudainement et attrape l'attaquant par sa cravate, l'arrêtant en plein élan. Il demande si tous les membres sont rassemblés. Le voyou répond rapidement qu'il manque encore une personne. Pendant ce temps, Ching commence à s'éloigner, mais César l'interpelle, déclarant franchement qu'il est embauché. Ching répond qu'il n'est qu'un ramasseur de déchets. Il ne peut même pas se défendre et dit que César devrait chercher quelqu'un de mieux adapté. Mais César explique qu'ils sont sur le point d'entrer dans l'abîme pendant une phase de lune rouge, quand tous les monstres deviennent fous. Il dit qu'il a besoin de quelqu'un pour servir d'appât, et la force ne le préoccupe pas. Alors que Ching écoute la conversation, son esprit dérive vers des pensées de la lune rouge. Pendant cette phase, chaque monstre dans l'abîme entre dans un état de frénésie. Des monstres rares apparaissent, les récompenses doublent, et la qualité des cristaux magiques devient bien plus pure. L'opportunité est tentante. Ching décide d'accepter l'offre et de rejoindre l'équipe. César fait alors un geste vers l'homme derrière lui et appelle les autres. Quand Ching se tourne pour regarder, il reconnaît l'homme, c'est Lao Chen. Dès que Chen le voit, il commence à crier, mais Ching le fait taire en plaçant une main sur son visage. Ils commencent à se bagarrer, et après une brève échauffourée, Ching l'entraîne à l'écart pour parler en privé. Chen s'exclame qu'il n'arrive toujours pas à croire que Ching est vivant. King lui dit qu'il devrait être reconnaissant. Il est en vie aujourd'hui seulement parce que Ching l'a sauvé dans l'abîme. Sinon, il serait mort là-bas ce jour-là. César demande si les deux se connaissent, mais Ching élude la question et nie toute connexion. Il s'éloigne, ajoutant froidement que cela devrait être évident. Personne n'appelle quelqu'un un ami après avoir tué ses propres coéquipiers. Ching se retourne ensuite vers Chen et lui demande s'il a réussi à échapper aux mains des superviseurs. Chen commence à expliquer qu'il avait été condamné à 15 ans, mais qu'il a réussi à sortir en abandonnant tous ses biens et en payant une amende d'1,5 million. Il commence ensuite à blâmer King, disant que tout ce qui lui est arrivé est la faute de Ching. L'expression de Ching se durcit. Il avertit que si Chen prononce un mot de plus, il le réduira en miettes et le recyclera sans hésiter. Ils sont à l'intérieur du métro de C-City, se tenant au seuil de l'abîme. Joe Tang, un niveau 3, les accueille dans l'équipe de Chair à Canon et demande nonchalamment quels sont leurs rôles. Le protagoniste se présente comme Ye Qing, un récupérateur de niveau 1, et Chen enchaîne en déclarant qu'il est un mage de niveau 1. Je les rassure en disant que personne ne méprise personne ici, car chacun d'entre eux est un déchet, risquant sa vie pour de l'argent. Silencieusement, Ching réfléchit que ce groupe de soi-disant déchets pourrait en fait rester uni jusqu'à la fin. Joe fait un geste vers ses deux membres de Chair à Canon et évoque la nécessité d'un chef d'équipe. Il revendique la position, arguant que son niveau le plus élevé fait de lui le meilleur choix. Lao Ju, un guérisseur de niveau 2, accepte de suivre Joe, et Lao Zhang, un guerrier de niveau 3, soutient également l'idée. César s'adresse au groupe, leur annonçant que 5 participants temporaires vont également se joindre. Il explique sans détour qu'ils sont destinés à servir d'appât dans l'abîme, sacrifiable. King écoute en silence. César révèle ensuite une clé aux nouveaux venus et explique que l'abîme est comme un labyrinthe, parsemé de pièges cachés dans chaque pièce. Leur tâche est de tracer un chemin sûr vers la chambre du boss et de tout rapporter à l'équipe principale. Il leur dit de courir dès qu'ils aperçoivent un monstre, car aucun d'eux ne peut se battre. Au moins un doit survivre s'ils veulent l'argent ou une récompense quelconque. Zhu commence soudainement à tousser à cause de son âge. Zhang vérifie s'il va bien et lui demande s'il va bien. Zhu répond qu'il ne peut pas se permettre de s'arrêter maintenant. Il a 4 filles qui l'attendent à la maison pour le dîner et il doit gagner de l'argent aujourd'hui. Zhang hoche la tête, ajoutant qu'il joue aussi sa vie pour sa femme, qui est à l'hôpital avec une maladie grave. Ils se tiennent à quelques pas de l'abîme. King prend la tête tandis que les autres parlent de lui dans son dos. Zhang observe que Ching a l'air inconnu, ce qui pousse Zhu à commenter que chaque visage est nouveau dans le commerce de Chair à Canon. Zhang secoue la tête, disant que c'est la première fois qu'il voit quelqu'un avoir l'air aussi détendu. Ils commencent leur descente dans l'abîme. Zhu devient méfiant. Cela fait trop longtemps qu'ils n'ont pas rencontré un seul monstre. Chen regarde, perd patience et lui crie d'arrêter de leur porter malheur. Soudain, l'air devient glacial et Zhu frissonne de froid. Sans prévenir, il déclenche un piège caché. Des lames jaillissent vers lui, mais il parvient à les éviter à la dernière seconde. Chen le gronde furieusement pour avoir marché dessus, tandis que Ching pense tranquillement que Zhu s'en est sorti vivant d'une manière ou d'une autre.
Il continue à avancer. Zhu, encore secoué, dit que la chance doit être de son côté, ou il serait déjà mort. Puis, sans prévenir, il se précipite en avant. Qing et Chen échangent des regards, visiblement agacés par son comportement. Quelque chose commence à tomber d'en haut. Ils lèvent les yeux, essayant de comprendre ce que c'est, jusqu'à ce que les formes se transforment soudainement en araignées, démoniaques en fait, et elles sont de niveau 5. Ce sont des monstres d'élite qui crachent du poison. Zhu crie, submergé par sa peur des insectes. Chen riposte immédiatement, lançant du feu sur les créatures. Zhu et Zhang sautent également dans la bataille. Ailleurs, une des araignées se jette sur Qing et plante ses crocs dans sa jambe. Mais grâce à une potion magique dans son système, l'araignée meurt au contact. Chen assiste à la scène et grimace de jalousie, envieux de la capacité de recyclage de Qing. Qing commande rapidement au système de recycler l'araignée démonisée et gagne un point d'attribut supplémentaire. Avec cela, il obtient une carte appelée Arcana, celle-ci contenant un poison trempé. Lorsqu'il est appliqué, il inflige 60% des dégâts de l'arme sous forme de poison sur 6 secondes, et si le coup est critique, les dégâts montent à 120%. Il nécessite une statistique d'agilité de 25. Les Arcanas sont un type unique de capacité. Une fois utilisés, ils disparaissent, mais l'objet sur lequel ils sont utilisés conserve l'effet jusqu'à ce qu'il se casse. Car réalise qu'il peut acquérir non seulement des cartes de compétences et de métiers grâce au recyclage, mais aussi des cartes d'Arcana. Puisque les arcanas peuvent être fusionnés avec d'autres cartes, il envisage de combiner celle-ci avec son poignard, et peut-être d'en ajouter une autre. Zhang lui crie dessus, l'accusant de rester là sans aider, mais Qing a déjà infusé son poignard ordinaire avec le poison désaltérant et se tient maintenant prêt à affronter les araignées. Pendant ce temps, Zhu s'éloigne en courant du combat, en grognant que d'être niveau 3 ne compte pas pour grand-chose quand toutes ses capacités ne sont pas combatives, seulement utiles pour renforcer les alliés. Il enfile rapidement un masque et murmure que les choses deviennent trop dangereuses. Il doit activer un buff de survie pour lui-même. Il commence à chanter, affirmant que les monstres sont des fantômes qui doivent être capturés sans pitié. King observe de loin, perplexe, essayant de comprendre ce qu'il fait. Mais au lieu d'affaiblir les créatures, la chanson de Zhu semble les renforcer. Confus et paniqué, Zhu se retourne et s'enfuit à nouveau. Juste au moment où une araignée lui saute dessus, Qing la tranche par derrière avec son poignard, la tuant instantanément. Les araignées démonisées deviennent incontrôlables, ce qui pousse Zhang à suggérer de prendre la situation plus au sérieux car elle devient de plus en plus difficile à gérer. Comme Qing a tué l'araignée derrière eux, le groupe croit à tort que Zhu en est responsable et commence à le féliciter pour son prétendu courage. Alors qu'il continue de parler de Zhu, le protagoniste se concentre sur les araignées démonisées, analysant leur comportement et réfléchissant à des moyens efficaces de les éliminer. De l'autre côté, l'équipe continue de discuter du courage de Zhu. King réfléchit à la nature des monstres abyssaux, croyant qu'ils possèdent une intelligence. Une fois qu'ils ont repéré une cible, ils n'attaquent souvent pas immédiatement, mais se retirent plutôt. Comme pour confirmer ses pensées, les araignées commencent soudainement à se disperser et à fuir, exactement comme le protagoniste l'avait prédit quelques instants plus tôt. Chen, l'air troublé, remarque que ce n'est que la première pièce, et c'est déjà terrifiant. Il ajoute qu'ils n'ont aucune idée de ce qui pourrait apparaître ensuite. Le protagoniste note que tous ces arcanes ont déjà été recyclés. Il a gardé seulement une carte en réserve et a converti les 27 restantes en points de base, gagnant 54 points de base en conséquence. Zhu ordonne alors à tout le monde d'avancer puisque les monstres sont partis, les avertissant de rester vigilants face aux pièges. Le protagoniste le regarde avec frustration, pensant que Zhu se réfère en fait à lui-même avec cet avertissement. Il aperçoit alors une porte, la reconnaissant comme l'entrée d'une zone cachée de Berserk. Grâce à l'influence de la lune rouge, de nouvelles branches commencent à se former dans tout le donjon et il envisage d'y entrer. Il invoque le cauchemar de sang et lui ordonne de suivre le reste de l'équipe. Alors que son clone se précipite pour rejoindre les autres, le vrai lui se glisse discrètement dans la pièce cachée. Sans avertissement, une araignée démonisée l'attaque par surprise. Il riposte avec un coup de son poignard, mais réalise rapidement que la créature y est immunisée. Cette araignée est une variante de matriarche, un élite rare de niveau 20. Le protagoniste calcule que la vaincre pourrait rapporter des matériaux recyclables de niveau rare. L'araignée attaque à nouveau. En réponse, il déclenche une énorme explosion de feu, mais la créature se révèle résistante même au feu. Cela ne lui laisse qu'une seule option, l'achever par un combat direct. Sans hésitation, il fonce droit sur le monstre, poignard en main. Il porte un coup critique au point faible de l'araignée. Notre protagoniste explique que bien que les araignées de niveau 5 aient des morsures venimeuses, il semble que les mères pondeuses de niveau 20 aient perdu cette caractéristique, ainsi que leur résistance au poison. Maintenant, ironiquement, leur plus grande faiblesse. Il soupçonne que ce changement est dû à des modifications dans leur défense et leur capacité de reproduction. Puisqu'elles ne dépendent plus de la chasse, elles comptent sur des araignées démonisées secondaires pour le faire à leur place. Ironiquement, le venin que produisent ces araignées est devenu la vulnérabilité la plus dangereuse de la matriarche. La matriarche se jette sur lui et lui lance sa toile, le piégeant dans une masse collante.
Pour se libérer, il déclenche le mode Berserk et écrase l'araignée avec une telle force brute qu'elle est déchirée. Le système l'informe que sa carte Berserk a monté de niveau et lui demande de choisir entre deux améliorations. La première, éclaboussure de sang, améliore le mode Berserk en permettant aux attaques physiques de contourner une partie de la résistance ennemie, mais à un coût. Sa santé diminuera progressivement jusqu'à ce que le mode se termine ou qu'il meure. La deuxième option, rage inébranlable, prolonge la durée du mode Berserk et réduit son temps de recharge de moitié. Il pèse ses options. Rage inébranlable est la voie la plus sûre et la plus couramment choisie, mais contre des monstres avec une haute résistance, éclaboussure sanglante offre un avantage significatif. Cependant, la perte de santé constante est un inconvénient sérieux. Puis, un plan lui vient à l'esprit. Il peut activer l'éclaboussure de sang tout en utilisant simultanément le mode régénération pour contrer les effets secondaires. De cette façon, il peut endommager les monstres résistants physiquement sans le compromis fatal. Il rassemble ensuite toutes les cartes dans la zone qu'il est autorisé à ramener de l'abîme en tant que membre officiel. Il prévoit de les vendre pour un bon profit et de recycler le reste. Ensuite, il reçoit 20 points d'attribut et commence à se demander quel type de nouvelles compétences il va acquérir. Il obtient une carte rare de matriarche qui lui permet de convoquer jusqu'à 4 larves démonisées pour combattre à ses côtés et même les faire évoluer avec le temps. Pendant ce temps, alors que les autres membres de l'équipe découvrent une mine de cristaux, Zu se demande à voix haute si cela est également un résultat de l'état de lune rouge, car les cristaux sont identifiés comme des cristaux magiques de rang S, extrêmement précieux. Zu active l'œil d'Aros, qui scanne un rayon de 60 mètres et marque la zone environnante, l'affichant sur la carte pour que tout le monde puisse la voir. Chen éclate de frustration, criant à Zu pour avoir marqué l'emplacement, avertissant qu'ils auraient pu vivre confortablement à vie avec ce genre d'argent. Surjette l'idée de richesse, lui rappelant que si César découvre qu'il cache quelque chose, il les tuera sans hésitation. Même Jiang est d'accord, affirmant qu'en tant que chair à canon, leur seul rôle est de préparer le terrain pour les autres. Qu'ils meurent ou survivent, personne ne s'en soucie. Ils sont considérés comme jetables. Chen se tait, se rappelant comment il méprisait les autres de la même manière. Mais maintenant, après avoir perdu tous ses niveaux à cause de Qing, il est dans le même trou, juste un autre déchet. Tout ce qu'il veut maintenant, c'est rassembler assez d'argent pour rejoindre la force principale de l'un des groupes de récupérateurs. Il attrape un cristal, marmonnant qu'il lui suffit d'en sortir quelques-uns discrètement. Mais au moment où il le fait, un piège est déclenché. Un coup puissant frappe directement le front de Ju, le renversant à plat. Ailleurs, notre protagoniste examine une larve de niveau 1. Il semble faible, mais a le potentiel de devenir une araignée démonisée de niveau 5 en utilisant des points de base. S'il veut le garder en vie, il doit augmenter rapidement son niveau. Il dépense ses points dessus et la créature évolue en araignée de soie. Jiang saisit Chen par le col et lui hurle dessus, son visage déformé par la fureur. Il accuse la cupidité de Chen pour la mort de Lao Tzu, l'homme qui avait travaillé sans relâche juste pour subvenir aux besoins de sa famille. Chen rétorque, insistant que s'il n'avait pas perdu tous ses niveaux, il ne ferait rien de tout cela. Il ajoute froidement qu'il n'a pas l'intention de rester avec des idiots comme eux. Zhang tire son épée et la pointe vers lui, le traitant de tueur d'équipe, rappelant à tout le monde que Chen a tué ses propres camarades. Chen ricane, affirmant qu'il le referait, car dans ce monde, le pouvoir et la richesse passent avant tout. Mais ensuite, un applaudissement lent résonne derrière eux, et une voix moqueuse ajoute que la chance compte aussi. La silhouette qui applaudit s'avance. C'est César, maintenant à quelques pas seulement. Il sourit et loue la perspective de Chen, puis l'invite nonchalamment à rejoindre son équipe. Au même moment, un des hommes de César désigne le corps de Lao Tzu et remarque qu'il est encore chaud. César hausse les épaules et dit que la mort est une occurrence courante ici. Tout le monde échange sa vie contre de l'argent, explique-t-il. Donc désirer plus de richesse n'est pas honteux, et mourir pour cela ne l'est pas non plus. En roulant un bras autour des épaules de Chen, il lui dit que ces cristaux magiques valent une ville entière, n'apparaissant que sous la lune rouge, et qu'un seul a le pouvoir de transformer complètement une vie. Mais les obtenir coûte la vie, qu'il qualifie de sans valeur. Se tournant vers les remplaçables, César leur ordonne de rassembler tous les cristaux magiques et de les jeter dans le panier. Il les avertit que si quelqu'un essaie de s'échapper, il le tuera sur le champ. Jiang s'écrie que collecter les cristaux est un suicide. César le regarde et lui rappelle ses paroles précédentes, qu'il ferait n'importe quoi pour gagner de l'argent pour le traitement de sa femme. Il dit à nouveau à Jiang qu'échanger une vie inutile contre de l'argent n'est pas honteux. César tend la main pour attraper un cristal, mais se retire soudainement. Les larmes coulant sur son visage, Jiang murmure qu'il ne veut pas mourir comme ça. Il dit qu'il est seulement venu pour effacer la dette de jeu qu'il a ruinée. Chen, observant tout cela, réalise qu'il ne pourrait jamais rivaliser avec César, même à pleine puissance. Résigné, il demande à rejoindre l'équipe de César, acceptant l'offre précédente, même s'il n'est qu'un mage de feu. César se tourne vers son équipe et demande s'il a vraiment dit ça. Quand il confirme, il fait signe à Chen de s'approcher. Chen tombe à genoux devant lui et jure de donner sa vie à son service. Sans prévenir, César lui donne un coup de pied violent, le projetant au sol. Il crache qu'il ne permettra jamais à des déchets d'entrer dans son équipe d'élite. Puis, il déclare qu'il va tous les tuer maintenant. Alors que les tensions montent, le protagoniste apparaît silencieusement par derrière et transforme son clone en cauchemar de sang. Zhu se prépare à sauter dans la bataille, mais le protagoniste lui conseille de rester calme et d'attendre, il s'en occupera lui-même. King se prépare à collecter les cristaux. Un des hommes de César lui crie de donner un avertissement avant de toucher quoi que ce soit.
L'ignorant, Ching ramasse un cristal. Tout le monde court derrière la falaise pour se mettre à l'abri, mais rien n'arrive au protagoniste. Ils essaient de comprendre si les pièges sont inefficaces contre lui ou s'ils se désactivent après une seule utilisation. Grâce aux capacités uniques du protagoniste, il remplit toutes les exigences cachées. Bien qu'il puisse encore se blesser, la mort n'est pas un risque pour lui lors de la collecte des cristaux. King en ramasse un autre, mais encore une fois, le piège ne se déclenche pas. César regarde avec incrédulité, murmurant que la chance de Ching doit être supérieure à 60 points, une impossibilité pour un simple récupérateur. Il ajoute que la plupart des changeurs de métier ne peuvent même pas augmenter leurs statistiques de chance naturellement. Cela ne peut signifier qu'une chose, le piège mortel a échoué. Ses coéquipiers acquiescent, et l'un d'eux ramasse audacieusement un cristal. Instantanément, un rayon laser lui transperce le front et il s'effondre au sol. César plisse les yeux et conclut que Yu Ching doit posséder un trait rare, lié à sa classe de métier, un qui lui confère une chance extraordinaire. Il demande si Ching a mis tous ses points de statistique dans la chance, mais le protagoniste répond calmement qu'il a réparti ses points de manière égale entre tous ses attributs. Maintenant, César admet que son plan initial était d'utiliser tous leurs cadavres, mais après avoir vu les capacités de Ching, il a changé d'avis. Il ne veut que le cadavre de quelqu'un béni avec une grande chance. Les autres, dit-il, sont jetables. César ordonne à ses hommes de capturer chacun d'eux. Zhang se tend, visiblement nerveux. Après tout, leurs adversaires sont des membres de Blood Oath et il n'y a aucune chance qu'ils puissent tenir tête à un groupe comme celui-là. Shu suggère immédiatement de battre en retraite. Pendant ce temps, Chen est déjà parti, sprintant en avant avec 10 cristaux magiques serrés dans sa main. Notre garçon proteste, ils ne peuvent pas simplement fuir comme ça. Ils doivent se tenir et combattre. Jiang objecte, lui rappelant qu'ils sont gravement en infériorité numérique. Mais Ching affiche un sourire confiant et rétorque qu'il ne manque pas de nombre. Sans hésitation, il invoque des araignées démonisées qui se précipitent vers le groupe Blood Oath à une vitesse terrifiante. Zhu commence à paniquer, submergé par la réalisation qu'ils doivent maintenant faire face non seulement à des ennemis, mais aussi à des monstres. Notre garçon le calme rapidement, expliquant que les créatures sont de leur côté. Zhu le regarde avec incrédulité, stupéfait par la révélation qu'il peut réellement contrôler des monstres. Pendant ce temps, le protagoniste observe les membres du Blood Oath et note qu'ils sont tous au-dessus du niveau 15. Bien qu'il ne soit toujours pas certain de l'écart exact de puissance entre les monstres et les humains, il est confiant que cela ne deviendra pas un problème majeur. À travers le champ de bataille, César observe le contrôle des monstres et réalise immédiatement ce que cela signifie. Ce type doit avoir l'un des métiers cachés. En même temps, notre garçon tente de vérifier le niveau de César, mais échoue à l'identifier, ce qui ne peut signifier qu'une chose. César est soit égal à lui, soit plus fort. César ne perd pas de temps. Il ordonne à ses hommes d'abattre d'abord les monstres, puis d'éliminer le reste de la chair à canon. Notre garçon se tourne vers son équipe et les exhorte à suivre le chemin que Chen a pris. S'ils veulent avoir une chance de survie, c'est la seule option. King remarque que, aussi bête qu'il puisse être, notre garçon fait clairement de son mieux pour les aider tous. Quelque chose à ce sujet lui donne de l'espoir et il se met à courir, mais Joe reste cloué sur place, toujours incertain. Le protagoniste lui dit franchement que s'il veut vivre et continuer à explorer d'autres abysses, c'est le moment de courir. Il s'élance aussi, criant qu'il n'oubliera pas le sacrifice de Joe. Mais alors qu'ils approchent de la sortie, un fracas soudain provoque une chute de pierre, bloquant le passage. Zhang se tourne vers notre garçon, criant de frustration, exigeant de savoir dans quel pétrin il les a encore mis. Joe s'excuse rapidement, se blâmant lui-même. Depuis qu'il est entré dans l'abîme, rien ne s'est passé comme prévu, une malchance après l'autre. Pendant ce temps, les membres du serment de sang s'engagent dans un affrontement brutal avec notre garçon et les araignées démonisées. Les créatures sont assez fortes pour tenir tête à la plupart des ennemis, mais combattre un groupe discipliné et organisé comme le serment de sang s'avère bien plus difficile. Au milieu du chaos, Ching tranche les jambes d'un membre avec son poignard et se prépare à frapper à nouveau. Juste à ce moment-là, les chasseurs ripostent, décochant des flèches sur lui, mais King les évite avec des réflexes aiguisés. Les chasseurs échangent des regards surpris, ne s'attendant clairement pas à ce qu'il esquive cela. L'un d'eux exhorte l'autre à ajuster son tir et à tirer à nouveau. Cette fois, notre garçon réagit. Il tranche la flèche en plein vol et déclenche une grande explosion de flammes sur eux. La force du sort envoie une vague de peur à travers l'ennemi. Réalisant à quel point il est vraiment fort, ils abandonnent le combat et s'enfuient. Un autre membre du serment se précipite vers Joe, mais Zhang intervient pour intercepter l'attaque. Joe s'effondre au sol et Zhang l'exhorte à se lever et à se battre, lui rappelant qu'il est la raison pour laquelle ils sont piégés ici. Du sang couvre la bouche et le visage de Zhang. Son adversaire le surpasse clairement. Respirant lourdement, Yang murmure qu'il n'aurait jamais dû venir dans l'abîme, mais pour l'instant, autant mourir. Une fois qu'il est parti, toutes ses dettes le sont aussi. Alors qu'il se prépare pour le coup final, Joe lance soudainement un sort de renforcement sur l'ennemi. Cette fois, le sort réussit, même s'il paralyse également Zhang. Pendant ce temps, le protagoniste regarde avec confusion, essayant de comprendre leur plan. L'adversaire avec lequel il est en combat remarque que malgré sa force impressionnante, même lui a des limites, et en ce moment, il les dépasse. Ching invoque son clone, puis libère une nuée d'araignées, épuisant rapidement son mana. Pour suivre le rythme, il boit une potion magique pour restaurer son énergie, mais son adversaire, un nécromancien, ricane et lui dit que cela ne sert à rien. Il est déjà trop tard. Il explique que la nécromancie est un art redoutable et que les morts vivants sous son contrôle se battront sans fin. La réalisation frappe le protagoniste. Cet homme commande des cadavres. Avec une détermination ferme, il annonce qu'il apportera la paix aux morts.
En réponse, des mains magiques lumineuses commencent à absorber les cadavres réanimés, les désassemblant un par un. Le nécromancien exige de savoir où ils ont été emmenés. Sans répondre, le protagoniste frappe. César, observant à distance, commence à être impressionné. Après avoir tué le nécromancien, Ching s'approche de César. Il admet qu'il les aurait laissés prendre l'argent et partir. Mais ce qui l'a vraiment exaspéré, c'est d'entendre des vies humaines peser contre des cristaux magiques et traités comme des outils jetables. César sourit et avertit Ching de ne pas devenir arrogant juste parce qu'il est devenu un peu plus fort. Il lui rappelle que ce monde dévore les faibles et que seuls les impitoyables s'élèvent au sommet. Soudain, quelqu'un à proximité implore la pitié. C'est Joe. César éclate de rire, convaincu que ses soi-disant chairs à canon ne quitteront pas l'abîme vivant. Joe est d'accord avec lui calmement, mais Jang crie furieusement à Joe, lui ordonnant de ne pas s'engager avec l'ennemi et de les tuer à la place. Dès le moment où ils se sont rebellés, Jang déclare qu'il était certain qu'il les éliminerait. Joe, cependant, répond qu'il ne peut même pas tuer un monstre. Son rôle a toujours été de soutenir. De l'autre côté, César expose les enjeux de cette bataille. L'un d'eux est voué à mourir. Mais le protagoniste intervient, admettant qu'il ne comprend pas entièrement le raisonnement de César, mais il croit fermement que tout le monde mérite une chance d'entrer dans l'abîme et d'en sortir vivant. Sans avertissement, César lance une attaque féroce, projetant le protagoniste contre un mur. Étourdi, il réalise qu'il n'a jamais affronté quelqu'un d'aussi puissant. César frappe à nouveau, mais cette fois, le protagoniste évite de justesse le coup. César ricane, déclarant qu'en comparaison à son pouvoir, tout le monde n'est que des déchets. Pendant ce temps, le membre du serment de sang martèle sans relâche Joe, tandis que Jang lui crie de riposter, lui rappelant qu'il est leur chef. Joe se remémore le moment où il s'est porté volontaire pour ce rôle, regrettant d'avoir naïvement supposé que le leadership n'impliquerait pas de combattre des monstres. Ce qu'il n'avait avoué à personne, c'est qu'il est si faible qu'il ne peut même pas être à égalité avec les autres. Il supplie l'attaquant de l'épargner, avouant qu'il est vraiment impuissant. Xie se souvient comment même ses anciens coéquipiers l'ont abandonné, non seulement parce qu'il ne pouvait pas tenir tête aux monstres, mais parce qu'il a échoué dans la seule chose qu'il était censé faire. Affaiblir, c'était sa seule contribution, et même cela n'était pas suffisant. C'est à ce moment de faiblesse que César l'a approché avec une offre pour rejoindre son équipe. César, qui a été engagé dans un combat avec le protagoniste tout au long de cette bataille, continue d'avancer. King, déjà blessé, souffre davantage, alors que César utilise une technique martiale transmise par un combattant nommé Kang Longjin. Le mouvement cible les organes internes et cause un traumatisme physique sévère. Si la victime lance un sort ensuite, la blessure s'aggrave tellement qu'elle peut devenir fatale. C'est une compétence de combat signature capable de tuer même un maître magicien. Le protagoniste se retire de César, ses pensées tourbillonnant autour du début de perte de sang qui épuise progressivement sa force. Puis une réalisation soudaine le frappe. Il crie pour Joe. À ce moment-là, César frappe à nouveau, lançant une attaque qui envoie le protagoniste s'étaler au sol juste devant Joe. Ching, saignant et affaibli, prend la parole. Il partage le poids de savoir ce que ça fait de se sentir inutile. Comment cela vous ronge de dépendre de la charité de quelqu'un d'autre pour survivre parce que vous n'êtes que faible, un déchet jetable. Il admet qu'il a autrefois rêvé d'avoir plus de pouvoir que quiconque, et que ce désir inassouvi l'a constamment déçu de lui-même. Il dit qu'il était comme Joe, impuissant, mais qu'il n'a jamais essayé de fuir le danger. La faiblesse seule n'était pas une raison de se recroqueviller. Le protagoniste réfléchit à ses premiers combats contre des monstres à l'époque où il n'avait aucun pouvoir et se sentait totalement inutile. Mais ce qu'il craint plus que le danger physique, c'est l'érosion lente de sa volonté, son cœur qui s'affaiblit. Joe, confus, demande s'il parle vraiment de son cœur, et le protagoniste confirme qu'il parle de Joe lui-même. Toujours plongé dans ses pensées, le protagoniste se remémore son combat contre ce monstre gigantesque, une bataille brutale qu'il a finalement remportée. Il dit à Joe que c'est seulement en rassemblant tout son courage qu'il a réussi à le tuer. Il déclare ensuite qu'il s'est préparé toute sa vie pour devenir roi. L'un des membres du serment de sang, visiblement ému, remarque que le protagoniste n'était rien de plus qu'un ramasseur d'ordures, ce qui rend son ascension d'autant plus impressionnante. Xu reste fixé sur le mot roi. Il murmure à lui-même qu'il doit devenir fort, sinon il mourra trop facilement. Vivre derrière un masque, éviter la confrontation avait toujours été le chemin le plus simple. Mais maintenant, pour la première fois, il ressent aussi le désir de devenir plus fort. Son adversaire, cependant, éclate de rire, se moquant de lui. Un simple niveau 3 comme Joe ne pourrait même pas égratigner une armure de niveau 17. Avec un ricanement, l'ennemi le défie de s'avancer et de se battre. Sans se laisser décourager, Joe commence à se renforcer dans son micro. César s'arrête, perplexe, essayant de comprendre ce qui se passe. C'est alors que le protagoniste sourit et déclare qu'il vient de découvrir le meilleur sport du monde. Il a obtenu le statut d'inspiration, un état puissant qui augmente ses dégâts, sa défense, sa vitesse et sa résistance de 15%. Saisissant l'instant, le protagoniste invoque le cauchemar de sang, qui fonce en avant et frappe son ennemi. L'homme lié par le serment de sang se bat désespérément pour sa vie contre le cauchemar de sang, tandis que Ching s'affronte férocement avec César.
En même temps, il réfléchit à sa vitesse de régénération, remarquablement rapide grâce à l'immense réservoir de magie dans son corps. Il déclenche le mode berserk, le sang giclant dans toutes les directions alors qu'il sprinte vers César, poignard prêt à tuer. César réalise rapidement que son armure a échoué, transpercée par la lame. Le protagoniste reconnaît que le sang éclaboussé autour de lui offre un avantage significatif, bien que le malus de perte de sang continue de faire des ravages. Sans perdre une seconde de plus, il se précipite en avant, déterminé à finir le combat et attaque à nouveau César. César intercepte l'attaque avec son bras et grogne qu'il n'y a aucune chance qu'il perde contre quelqu'un qui n'a été entraîné que pendant 20 heures. Il exige de savoir si son adversaire peut maintenant sentir la différence écrasante de leurs forces. Puis il assène un coup de poing brutal au protagoniste, le projetant au sol. Dominant, César ricane qu'il n'a aucune patience pour les styles de combat basés sur la compétence. Au lieu de cela, il canalise une force brute, lançant un coup de poing brise-ciel conçu pour tuer instantanément. Mais Ching refuse de céder. César, irrité par sa persistance, le traite d'imbécile et déclare qu'il devra en subir les conséquences, promettant une fois de plus qu'il ne perdra jamais contre quelqu'un comme lui. Pendant ce temps, le protagoniste réalloue tous ses points restants en force, l'apportant à un redoutable 176 points de force. César reste momentanément confus, essayant de comprendre ce qu'il vient d'entendre alors que le protagoniste s'avance vers lui avec une confiance tranquille. Il remarque qu'avec l'augmentation dramatique de sa statistique de force, sa masse musculaire a également augmenté visiblement. Avec cela, il lance un coup de poing et dit que bien qu'il connaisse peu les artistes martiaux ou leurs techniques pour canaliser la puissance destructrice, amasser 300 points de force d'un coup devrait suffire pour porter un coup décisif. Les deux s'élancent en avant, poing levé, et se percutent en pleine charge. L'impact est dévastateur. La force de notre protagoniste s'avère écrasante. Les doigts de César craquent sous la pression, et il est projeté en arrière, glissant sur une grande distance. Sans hésitation, le protagoniste se précipite après lui et commence à le frapper sans relâche, désireux de conclure le combat rapidement. Il dit à César qu'à partir d'aujourd'hui, il fait officiellement partie de l'escouade de chair à canon. Les mots piquent et l'esprit de César remonte 8 ans en arrière, à une époque où il n'était rien de plus qu'un larbin nettoyant l'équipement des autres. Il l'avait traité comme un déchet sans valeur. À présent, le protagoniste insiste davantage, déclarant que César a toujours été destiné à être de la chair à canon et le restera pour le reste de sa vie. Ces mots déclenchent un autre souvenir, le moment où César a combattu un monstre colossal pour prouver sa valeur. Pendant cette bataille brutale, sa mâchoire s'est brisée, 8 de ses côtes se sont cassées, et même son cœur a été transpercé. Son foie, sa rate et ses reins ont subi des dommages critiques, et un nombre énorme de cristaux magiques était nécessaire juste pour le maintenir en vie. À ce moment-là, la technologie abyssale avait suffisamment progressé pour extraire des cellules de créatures abyssales et les fusionner avec la biologie humaine. Un médecin l'a informé que son ADN correspondait à celui du monstre, ce qui signifiait qu'il survivrait, mais il y avait un hic. La procédure le transformerait en hybride. Il est officiellement devenu membre de Lionheart en prouvant sa valeur. Le patron lui a remis un badge et lui a ordonné de devenir son chien. Il accepta sans hésitation, demandant même des nouvelles de ses coéquipiers. Le chef l'informa que tous ses camarades étaient déjà morts. C'était un monde qui dévorait les gens tout entiers, et à moins qu'il ne continue à prouver sa valeur, il serait jeté comme un déchet, tout comme eux. Pendant ce temps, dans le présent, César se lève, rassemblant toutes ses forces, et lance une attaque sur le protagoniste. Son patron avait autrefois expliqué l'essence des cristaux magiques, en soulignant que leur pouvoir augmente pendant la lune de sang. À cause des organes de monstres transplantés en lui, César peut absorber l'énergie de ces cristaux. Cela lui accorde également la capacité de dépasser temporairement même le seuil de niveau de boss de l'abîme. Le système du protagoniste l'informe que César, le boss, est apparu et que son mode berserk est terminé. Le protagoniste étudie le corps de César, essayant de comprendre la transformation alors que son système le classe comme un monstre de niveau boss. César grogne qu'il suffit de renoncer à la dignité humaine et n'importe qui peut devenir un monstre sans limite. Il se jette à nouveau sur le protagoniste. Cette fois, convaincu de l'avoir tué, César se tient au-dessus de la silhouette immobile. Il murmure que bien que les déchets ne puissent défier les joueurs puissants, la force cachée de Ching est étonnamment puissante. Pourtant, il est sûr de pouvoir le tuer d'un seul coup de poing. Il remarque que Ching a déjà épuisé une grande partie de sa force, le rendant juste un autre joueur faible devant lui, une vérité indéniable. César presse une main contre son propre visage et déclare que pour obtenir une véritable force, il faut révéler sa laideur. Un rire fou lui échappe, mais quelque chose le titille dans sa mémoire. Il se tourne et commence à se diriger vers Zhu. Zhu, paralysé par la peur, s'écrie qu'il n'est pas laid, même pas un peu, mais César s'en moque. Zhu avait déjà échoué à la mission de récolte de cristaux, et maintenant, il serait le dernier chair à canon à être témoin de cette tragédie. César l'attaque, déclarant qu'il lui accordera une mort héroïque. Zhu lève rapidement une main pour l'arrêter, disant qu'il a quelque chose à dire avant de mourir. Agacé par ce qu'il considère comme des absurdités, César le saisit par le col, exigeant de savoir s'il a des dernières volontés. Zhu répond qu'il veut quitter l'abîme vivant.
Il pointe alors derrière César, affirmant qu'il n'est pas le dernier à assister à la tragédie. Derrière eux, Ching se tient droit, ayant déjà consommé la potion magique. Son épuisement a complètement disparu. Ching révèle que regarder à nouveau le corps de César avec son œil observateur s'est avéré inefficace. Au lieu de cela, il a utilisé Cauchemar de sang pour accéder à des informations cachées en entrant en contact direct avec le corps de César. César réalise qu'il n'avait pas tué le vrai Ching, seulement un clone. Le protagoniste déclare que le coût de ses pouvoirs est bien plus élevé que César ne l'imaginait. Bien que le mode Berserker ait considérablement augmenté sa force, il l'a également épuisé sévèrement, car il s'était forcé à manier un pouvoir au-delà de ses limites. Il dit à César qu'il va maintenant payer le prix de son désir avide de devenir un monstre, même si l'abîme lui-même le veut. César éclate de rire, affirmant que tous ses pouvoirs lui appartiennent uniquement et n'ont rien à voir avec l'abîme. Il se retourne vers Zhu, prêt à frapper à nouveau, mais le protagoniste l'intercepte, donnant à Zhu une chance de fuir. Furieux, César charge le protagoniste, mais Ching le rencontre de front, lui assénant un coup de poing solide sur le sommet de la tête. Il remarque que la vitesse de César a diminué, son corps déjà affecté par la transformation. Les deux s'affrontent à nouveau et le protagoniste pense en lui-même, si seulement il avait la bonne arme en ce moment. À ce moment-là, Zhu crie son nom et lui lance une dague. Il tranche le bras de César avec une dague et César réalise que chaque coup de Ching est un coup critique. Notre protagoniste lui rappelle que même maintenant, il est toujours plus fort. César crie de ne pas l'humilier ou il s'assurera qu'il meurt d'une mort plus misérable. Après tout, il prétend être d'une existence supérieure. Dans le même souffle, il donne un coup de poing. Ching réplique avec un coup à son tour, déclarant qu'il n'est rien de plus qu'un monstre. À ce moment-là, l'état de César s'aggrave. Son corps continue de se transformer en quelque chose d'inhumain. Notre protagoniste lui dit qu'il n'y a plus rien à faire, il est complètement muté. Il demande si César peut entendre l'appel de la BAM, mais César hurle de ne pas l'entraîner vers le bas et lui lance une malédiction pour qu'il meure. Dans le désespoir, il insiste sur le fait qu'il a déjà prouvé sa valeur, qu'il n'est plus de la simple chair à canon, mais quelque chose au-delà. Zhu suggère qu'il est temps pour eux de frapper, mais Ching l'informe que son corps est envahi par un cauchemar de sang. Ching reçoit alors un défi, gagner la bataille sans tuer César s'il veut des récompenses rares. Bien que cela semble impossible, César ne survivra probablement pas. Notre protagoniste reconnaît que si des récompenses rares sont en jeu, cela vaut toujours la peine d'essayer. Ching se transforme en cauchemar de sang et dit à Zhu d'attirer l'attention de César pendant seulement 5 secondes, mais il réalise ensuite qu'il n'a pas vraiment besoin de le tuer. Les monstres sont de l'abîme, vivent dans l'abîme, et l'abîme accueille ceux qui abandonnent leur humanité pour devenir des monstres. C'est la nature de l'abîme. Encore plus, tous les monstres entrent dans un état de frénésie pendant la lune rouge. S'il peut survivre à ce défi, la fortune qu'il gagnera sera immense et notre protagoniste se sent poussé à aller jusqu'au bout. Pendant ce temps, de l'autre côté, Shen découvre un trésor et rayonne de joie, convaincu qu'il est sur le point de devenir incroyablement riche et d'adopter une toute nouvelle identité. Derrière lui, cependant, César se profile. Zhu et Ching sont maintenant assis dans un bar et Zhu le supplie de devenir son patron. Il dit que depuis qu'il l'a entendu parler de se préparer toute sa vie pour devenir roi, il s'est senti inspiré et s'est engagé à le suivre. Mais Ching le refuse, disant qu'il essayait juste de paraître cool à l'époque, en racontant des bêtises. Zhu, s'adressant toujours à lui comme patron, insiste sur le fait que ce n'était pas du tout des bêtises. Grâce à lui, il a enfin réalisé sa vraie valeur. King demande quels sont ses projets d'avenir. Zhu répond qu'il reste avec lui. Tout comme il l'a dit, il est un bon soutien. Ching essaie de se rappeler quand il a dit ça. Zhu se lève alors et déclare qu'il va devenir le roi du soutien. Pendant ce temps, notre garçon réfléchit qu'avec agilité 2 et chance 1, c'est assez impressionnant que Zhu ait même une place sur le champ de bataille. Cependant, pour l'instant, l'encourager à combattre en première ligne serait imprudent et dangereux. Zhu commence à parler avec enthousiasme de la façon dont ils vont se battre en équipe, mais notre garçon l'interrompt, disant qu'il ne pense pas qu'il devrait entrer dans l'abîme à nouveau. Il explique que bien que Zhu soutienne les autres avec ses pouvoirs, il dépend aussi des autres pour sa protection, donc on ne peut pas vraiment appeler cela du soutien. Il s'excuse et admet qu'il ne veut pas le voir risquer sa vie à nouveau. Puis, il lui remet 1000 cristaux magiques, disant qu'ils le soutiendront longtemps à une condition. Il doit promettre de ne plus jamais entrer dans l'abîme. Zhu dit qu'il apprécie l'inquiétude de Ching, mais il refuse de vivre comme un déchet. Il n'a pas peur de la mort, il ne veut juste pas être méprisé. Notre protagoniste demande comment il compte se protéger alors. Ching sort l'épée de Laoli et demande si son microphone n'occupe qu'une main. Autant qu'il le sache, le rôle d'un barde est partagé entre moitié magie et moitié physique. Il plante fermement l'épée sur la table devant lui et dit à Zhu qu'il peut utiliser des armes magiques pour lancer des sorts tout en maîtrisant des techniques offensives en même temps. C'est sa chance de rembourser Laoli en maniant son épée. Zhu dit qu'il n'a pas besoin des cristaux magiques de toute façon, alors Ching suggère de les donner aux familles Laoli et Laoju parce qu'elles sont sûres de gagner beaucoup plus à l'avenir. Une équipe se tient devant la porte d'un abîme alors qu'une fille présente un rapport. À la suite de l'incident de la Lune Rouge Sang, une escouade de changeurs de métier de rang S a été envoyée pour éliminer les monstres. À l'intérieur de l'abîme, ils ont découvert 8 cadavres, membres du groupe Serment de Sang, y compris César, dont le corps s'était transformé en monstre.
À côté d'eux, ils ont découvert un autre cadavre, identifié comme Chen Xingdian, celui précédemment accusé d'avoir tué ses propres coéquipiers. Un équipement de haute qualité a été trouvé à côté de lui, et il semble qu'il ait été tué par les restes mutés de l'ancien chef d'équipe, César. Le résultat est inattendu, mais les deux restent indéniablement liés. Son patron demande si c'est le seul facteur en jeu, et elle confirme que cela doit être juste lui. Un autre membre remarque que cela signifie que leur plan a échoué, mais le patron les rassure en disant qu'ils peuvent encore trouver quelqu'un d'autre, insistant sur le fait que César n'était rien de plus qu'un minable sans valeur. À l'intérieur de l'hôpital Shenfeng, un patient est assis par terre, pleurant en suppliant qu'on lui pardonne. Serrant une clé dans sa main, il jure qu'il va aller jusqu'au bout cette fois. Soudain, la clé émet une lueur éclatante, comme si elle était maudite, et son effet se propage au-delà de l'hôpital, recouvrant toute la ville. Une porte abyssale se matérialise à l'intérieur de l'hôpital, et les gens crient pour que quelqu'un prévienne les autorités. Un monstre poursuit Petit Joe et sa sœur. Alors qu'il se jette sur eux, Petit Joe s'effondre au sol, et la créature dévore sa sœur. Soudain, notre protagoniste se réveille en sursaut et réalise que ce n'était qu'un rêve. Encore groggy, il sent qu'il oublie quelque chose d'important aujourd'hui. Il se rend dans un magasin de fleurs et demande à la fleuriste, « Madame Zhang, pour un bouquet comme d'habitude. » Elle demande s'il va rendre visite à sa petite sœur, Yon. Il hoche la tête, expliquant qu'ils ont été impliqués dans un accident tragique ici. Madame Zhang répond que sa sœur a de la chance d'avoir un frère comme lui, puis demande à propos de sa nouvelle coupe de cheveux. Il explique que sur le chemin, il a croisé un passionné de l'armée qui a insisté pour essayer une nouvelle technique de coupe sur lui. Il prend quelques fleurs et propose d'aider Madame. Zhang les arrange à l'extérieur. Elle le remercie chaleureusement pour le geste. King regarde une file de véhicules s'éloigner au loin. Madame. Zhang commente qu'elle a vu de nombreux véhicules appartenant à des personnes changeant de travail se diriger vers l'hôpital ces derniers temps et demande s'il sait ce qui se passe. Dès qu'il entend le mot « hôpital », il s'élance, sautant de toit en toit. Lorsqu'il arrive et apprend qu'une porte abyssale s'est ouverte à l'intérieur, il cherche immédiatement des réponses. Un policier le confronte et lui dit de partir, expliquant que la zone est restreinte. Mais ensuite, l'agent se fige. Il a reconnu à qui il parle. En le laissant passer, l'officier lui fait signe de continuer. Un autre policier crie, demandant pourquoi il a laissé un civil entrer dans la porte. Le premier officier répond qu'il ne devrait pas intervenir parce qu'il faisait partie de ceux qui sont venus la dernière fois. Alors qu'il avance, notre protagoniste pense à sa sœur et jure qu'il ne faillira pas à nouveau. En raison de l'abyssification, l'hôpital s'est transformé en une dimension abyssale, semblable à celle qu'il a rencontrée dans le centre commercial. Il se retrouve dans une pièce qui semble relativement propre, indiquant que l'équipe arrivée plus tôt a déjà fait le ménage. Il aperçoit une bouteille et note que l'équipe doit être riche. Tous les changeurs de métier ne peuvent pas se permettre quelque chose comme ça. C'est une grande bouteille magique de haute qualité qui restaure 85% des points de mana et il peut en absorber la moitié dans les 30 prochaines secondes. Il se dit qu'il doit être pleinement préparé, car la consommation de mana va augmenter s'il prévoit d'affronter l'abîme seul et de sauver Petit Joe. En scannant la zone avec son œil observateur, le système l'informe que les deux chemins visibles mènent à un point de non-retour. Il doit choisir une direction. En examinant les marques laissées sur le sol par l'équipe précédente, il décide de prendre le chemin opposé pour augmenter ses chances de trouver Little Joe. L'espace est immense, et bien que le temps soit limité, il n'a pas d'autre choix que de fouiller toute la zone. Il se presse de bouger rapidement. Une personne moyenne ne survivrait pas longtemps ici. Il court le long du chemin qu'il a choisi, remarquant l'état intact du tapis, si impeccable qu'il est clair que personne n'est passé par ici auparavant. Alors qu'il avance, il se rend compte que le passage derrière lui est englouti par l'obscurité, formant une barrière solide qui scelle toute voie de retour. Pourtant, il se souvient d'un truc utile. Dans un labyrinthe, marquer les zones explorées sur une carte peut vous garder orienté. Il ordonne à l'œil d'Argos de projeter la carte, mais il répond qu'il ne peut pas le faire ici. C'est une loi de l'abîme, qui explique pourquoi d'autres ont eu recours à graver des marques sur les surfaces avec leurs lames. Sans avertissement, des tentacules commencent à ramper depuis la chambre devant, qui ressemble à une salle piège. Pourtant, il n'y a aucun bruit de mécanismes en marche. L'atmosphère est suspendue dans le silence, bien trop calme, un silence anormal qui le perturbe. Une présence se déplace derrière lui. Avant que l'attaquant ne puisse frapper, Ching se retourne et tranche net la silhouette, coupant le corps en deux. Mais la victoire est de courte durée. Les parties sectionnées se reconnectent. Son adversaire possède une immunité physique. L'homme riposte avec un effet de statue assourdissant qui attaque les sens de Ching. Il se couvre les oreilles avec ses mains, essayant d'étouffer le cri perçant. À cet instant, il admet qu'il a gravement sous-estimé l'abîme. Cet endroit n'est pas seulement dangereux, il peut lui voler quelque chose d'aussi vital que son ouïe. Du sang coule maintenant de sa bouche et de son nez. Il murmure qu'il affronte un monstre régi par la règle elle-même. Mais ce n'est pas inconnu. Il se souvient avoir fait face à la même menace il y a 3 ans. À l'époque, il collectait des cristaux et était tombé sur ce qui semblait être des statues. Mais ce n'étaient pas des ornements, c'étaient des monstres déguisés. Alors qu'il se retournait pour fuir, un homme l'avertit de garder les yeux fixés sur eux sans cligner. C'étaient des statues de pierre pleurantes. Rien que d'en entendre parler lui donnait des frissons. Il admet que la seule présence de l'homme l'avait terrifié. Mais l'inconnu cria de ne pas le regarder, seulement les statues. Chaque créature dans l'abîme fonctionne selon une logique ou une règle spécifique, et plus le monstre est puissant, plus cette logique devient rigide et dangereuse.
L'homme a expliqué que les statues de pierre pleurante, classées comme entités de classe S, n'attaquent généralement pas les changeurs de métier, mais dès que quelqu'un commence à les regarder, la règle lie les statues à cette personne, et au moment où la cible détourne le regard, les statues chargent et tuent sans hésitation. Il se souvenait avoir demandé à l'homme ce qu'ils étaient censés faire. La réponse était simple mais terrifiante. Reculer lentement de la pièce sans cligner des yeux. Pas à pas, ils se sont éloignés, en maintenant un contact visuel ininterrompu. Mais alors qu'ils étaient presque sortis, Ching trébucha sur quelque chose et s'effondra. Les statues se mirent en mouvement. En une fraction de seconde, l'autre homme atteignit un levier et claqua la porte. Il dit à Ching que la chance l'avait favorisé cette fois-ci. Sinon, il aurait fini comme le reste des changeurs de métier. Ils n'étaient que des charognards, incapables de se battre. Mais en matière d'expérience de survie, même les changeurs de métier étaient à la traîne. De retour au présent, Ching pèse ses options pour vaincre l'attaquant actuel. Si la règle de la créature accorde une immunité physique, peut-être que la magie pourrait la contourner. Il libère une énorme explosion de flammes, mais le feu s'éteint sans effet, laissant l'ennemi indemne. Cela pique. Il réalise avec une certaine gêne que le feu est le seul sort qu'il a vraiment maîtrisé. Le temps presse. Il doit encore retrouver le bateau et ne peut pas se permettre de s'attarder dans cette chambre plus longtemps. Plus important encore, bien que le démon soit immunisé contre les attaques physiques, toutes ses frappes ont également été purement physiques. Cette contradiction soulève des doutes. C'est une règle suspecte. Il active l'œil observateur. Avec une vue plus claire des mécanismes de la créature, un plan se cristallise. Il le voit maintenant. Il sait exactement comment le faire tomber. Notre protagoniste comprend les règles et les mécanismes. L'esprit démoniaque se matérialise uniquement lorsqu'une attaque est exécutée. Puisque la faux reste dégainée, l'esprit a perdu les avantages protecteurs accordés par ces règles, rendant sa forme physique vulnérable. Cependant, le démon est maintenant en train de se transformer en sa deuxième forme. Sa vision se brouille sous le cri assourdissant et il envisage de désactiver le clone de sang pour préserver sa vie, mais il rejette rapidement cette idée. Il vient de l'activer et la compétence nécessite au moins 30 secondes pour se recharger. De plus, sa puissance magique restante ne peut pas supporter la consommation des invocations constantes. Pour l'instant, il doit simplement éviter tout coup fatal. Il réalise que le démon qu'il combat est, en essence, un assassin. Un qu'il ne peut pas dominer par les attributs seuls. En activant la régénération de la plante carnivore, il commence à guérir ses blessures et à soigner sa surdité. Il doit se rétablir complètement s'il ne veut pas qu'un seul coup le finisse. Sous sa nouvelle forme, l'esprit démoniaque commence à se rétracter devant tout ce qui est lumineux, hésitant même à l'approcher à cause de la faible lueur de la magie de guérison. Enfin, il a découvert un moyen de riposter. Une fois de plus, il déclenche la grande explosion de flammes et presse sa main contre sa poitrine. Instantanément, des flammes enveloppent tout son corps. L'esprit recule et commence à fuir dans la panique. Le feu est sa force vitale, et ce démon, en son cœur, est l'âme d'un être innocent brûlé vif. S'il ne peut pas lancer une boule de feu, il en deviendra une. Encore une fois, il lance la grande explosion de flammes, la projetant vers l'esprit. L'explosion le projette en arrière par la force pure. Le démon brûle violemment, incapable de s'échapper. Enfin, notre protagoniste l'a vaincu, mais le système l'alerte. Son bras est gravement brûlé, le rendant incapable de manier des armes ou de lancer des sorts. Malgré la douleur, il rit. La victoire a eu un prix élevé. Maintenant, il doit attendre que la capacité de régénération se termine pour pouvoir guérir. Il s'inquiète aussi que l'esprit du démon ne se transforme en cendre. Il en a besoin intact pour le recycler. Heureusement, il parvient à le recycler et reçoit un artefact appelé Faucheur d'âme. Avec cet artefact, il peut invoquer un esprit démon pour charger en avant et déclencher une moisson massive de faux, infligeant 5 fois les dégâts de base. Si une cible meurt en conséquence, il récupère 15% de sa santé et de son mana. Déclencher la moisson de désespoir plus de 5 fois, et il entre dans un état incorporel pendant 1 seconde, durant lequel il devient immunisé contre les attaques physiques. Cependant, les artefacts sont liés à l'âme et ne peuvent pas être échangés. Il réalise que cette carte diffère grandement des précédentes. C'est un artefact lié à l'âme. De plus, la lame de récolte d'âme transforme toute cible abattue en santé et en mana, lui permettant d'anéantir un groupe en un seul coup. Mais il y a un coup. Si l'attaque échoue à tuer, les dégâts se retournent contre lui, et cela pourrait être fatal. La précision est essentielle. En regardant en arrière, il voit la porte scellée se déverrouiller. Pendant ce temps, son temps de recharge de régénération se termine. Il est prêt à descendre plus profondément dans l'abîme pour sauver sa sœur. Bien en dessous, des humains pendent la tête en bas du plafond, leur corps mutilé par des monstres. La torture emplit la chambre sombre. Sa sœur, Jo, se cache derrière un tas de sacs. Son ours en peluche se trouve juste derrière un monstre, absorbé par la découpe de membres humains. Elle lance une bouteille à travers la chambre, créant une distraction. Le monstre tourne son regard vers le bruit. Profitant de l'occasion, Jo saute de derrière les sacs et atterrit au sol. Alors que l'attention du monstre reste ailleurs, elle tend la main vers l'ours en peluche. Mais juste avant de pouvoir l'attraper, la créature écrase le jouet de son pied et grogne de manière menaçante. Elle appelle son frère, suppliant de l'aide alors que le monstre s'approche, prêt à la tuer. Dans un éclair soudain, quelqu'un saute sur le monstre par derrière et tranche son corps en deux d'un seul coup d'épée. L'homme est Wu Ming, un épéiste à 2 lames. Sans lui accorder un regard, Ming
Ming se retourne et commence à s'éloigner tandis que Joe reste au sol, stupéfaite et tremblante. Elle attrape rapidement sa jambe et le supplie de l'emmener avec lui. Il lui dit de rester caché pour l'instant, il ne reste pas beaucoup de monstres dans cette zone. De plus, elle finira par mourir si elle continue à le poursuivre. Joe insiste sur le fait qu'elle doit rester en vie pour tenir la promesse qu'elle a faite à son frère. Il y a 7 ans, son nerf spinal avait été gravement endommagé par un monstre de l'abîme, à tel point qu'on lui avait dit qu'elle pourrait ne plus jamais marcher normalement. Le médecin avait informé leur famille que le seul remède possible pourrait résider dans les pouvoirs mystérieux de l'abîme. Son frère avait envisagé de s'aventurer lui-même dans l'abîme, et le médecin l'avait averti que c'était bien trop dangereux pour quelqu'un de son faible niveau. Il n'avait pas écouté. Pour aggraver les choses, le coût du traitement était extrêmement élevé. Avec leurs 2 parents déjà partis, toute la responsabilité lui était retombée dessus. Déterminé à les soutenir, il a pris la décision d'entrer dans l'abysse, non seulement pour gagner de l'argent, mais pour chercher un remède. Il a promis à sa sœur qu'il éviterait le danger et reviendrait sain et sauf. D'un autre côté, Joe avait fait sa propre promesse, qu'un jour elle marcherait à nouveau. Maintenant, dans le présent, elle dit à Ming qu'elle ne peut pas mourir ici, pas alors que son frère est là-bas, à essayer de trouver un moyen d'entrer dans l'abysse pour la rejoindre. Ming la soulève, mais la prévient clairement qu'il ne la protégera pas des monstres. Qu'elle vive ou meure ne signifie rien pour lui. Elle le rassure rapidement qu'elle ne s'interposera pas et ne le ralentira pas. Tout ce qu'elle veut, c'est suivre. Après un moment de silence, il finit par se présenter. Pendant ce temps, le personnage principal s'enfonce plus profondément dans l'abîme, ses pensées dérivant vers ses règles sombres. L'une d'elles interdit de guérir au-delà de l'état physique qu'une personne avait à son entrée. Sinon, il aurait trouvé un remède pour sa sœur depuis longtemps. Il s'arrête soudainement lorsqu'il tombe sur des dizaines de cadavres éparpillés sur le sol. Il est évident qu'une bataille a eu lieu ici, bien au-delà de l'échelle d'un combat typique entre changeurs de métier. Étrangement, aucun monstre n'est en vue, ce qui suggère que des survivants pourraient être à proximité. Ses yeux se plissent alors qu'il se concentre sur le corps d'une bête gigantesque gisant morte devant lui, sa forme massive coupée en 2. Pourtant, même avec son œil observateur, il ne détecte aucune trace de magie. Cela implique que celui qui a fait cela possédait une agilité et une intelligence incroyablement élevées. Il se demande si l'attaquant s'est appuyé uniquement sur la force brute. Un léger sourire se dessine sur ses lèvres alors qu'il murmure pour lui-même. Il semble que cet individu opère à un niveau écrasant. Ming avance régulièrement à travers l'abîme avec Joe le suivant, quand, tout à coup, des coups de feu retentissent. Des balles transpercent le corps de Ming. Joe panique, criant d'alarme et demandant s'il va bien. Il y a 4 ans, un abîme de classe A connu sous le nom de roi de l'ancienne tombe existait. À l'époque, un homme avait crié à Ming et aux autres membres de leur groupe, exigeant obéissance. Après tout, il avait payé une somme considérable pour leur service. En tant que criminel sans identité légale, la seule chance de survie de Ming avait été de rejoindre un groupe de chasse privé en tant que mercenaire. Ce groupe était composé de personnes qui voyaient la vie et la mort différemment, des individus assignés à des missions suicides. On leur avait ordonné d'assassiner ce roi avec la promesse d'une récompense de 2 050 000 yuan. Ming a réussi à tuer le roi démon, mais au moment de payer, l'homme qui avait fait l'offre s'est désisté. Parmi les restes, ils ont découvert une boîte et un médaillon laissés par le démon. L'homme qui a ouvert la boîte l'a trouvé vide. Soudain, il se désintégra en sable, une malédiction instantanée déclenchée par l'artefact. Le sable maudit envahit même ses yeux. En plus de cela, il ne pouvait pas non plus utiliser le médaillon, car il ne répondait qu'à une seule personne. Ce médaillon n'était pas un objet ordinaire, c'était un artefact relique immortel capable de transformer son porteur en créature non morte. Cependant, la transformation avait un coût élevé, la perte de la capacité à ressentir la douleur ou tout changement émotionnel. Seuls les sorts sacrés ou de guérison pouvaient infliger des dommages fatals à de tels êtres, car les sorts ordinaires n'avaient aucun effet sur les morts vivants. À présent, Ming raconte tout cela à Joe, comment ces événements l'ont façonné en ce qu'il est, maintenant, quelqu'un qui ne peut pas mourir. Joe écoute, intrigué, et demande quel genre de malédiction pourrait transformer le sang en sable. Ming ne dit rien et se détourne simplement. Frustré, Joe lui crie dessus pour l'ignorer. Notre protagoniste combat une nuée de démons, son esprit en ébullition. Malgré le temps limité, il a réussi à attribuer tous ses points de statistiques, chaque attribut dépassant désormais 200. Pourtant, l'incertitude le ronge. Il n'a aucune idée du type de monstre qui se cache derrière la porte suivante. Une erreur de calcul dans la distribution des statistiques aurait déjà pu lui coûter la vie. Bien que les ennemis actuels ne soient pas particulièrement forts, leur nombre écrasant l'épuise. Puis le système affiche un avertissement. Sa mana est tombée en dessous de 5%. Avec cela, toutes les compétences deviennent inutilisables. Pour l'instant, il doit se fier entièrement aux statistiques brutes pour rester dans le combat, mais les affrontements semblent interminables. La fatigue s'accumule dans ses membres, son endurance se détériore lentement. Même sa mana, autrefois complètement chargée, reste maintenant à moitié. Il ne reste que de grandes potions de mana dans son inventaire, mais il les réserve pour de véritables urgences. Heureusement, il manie l'artefact Soul Reaper, qui pourrait récupérer sa santé au fil du temps. Finalement, le système l'informe que l'artefact est activé. Sa santé et son mana sont restaurés à fond. C'est alors qu'il sent une autre présence dans la pièce, une qui ne correspond pas au monstre. En avançant, son pied atterrit accidentellement sur une paire de lunettes, brisant l'un des verres. De sous un tonneau, un homme surgit en panique, criant de ne pas être tué. Il est humain aussi. Il rampe dehors et fait un geste vers les lunettes cassées, demandant au protagoniste de les lui donner. L'homme se présente comme Song Xing-shan, un médecin et chercheur travaillant à l'hôpital.
Il explique comment des monstres ont envahi son service et ont commencé à massacrer des gens. N'ayant pas d'autre option, il s'est caché, finissant par se glisser dans le tonneau pour éviter d'être repéré. Le protagoniste lui demande s'il a vu des survivants. Shan secoue la tête, disant que même les personnes en bonne santé n'ont aucune chance ici, encore moins celles sans membres. L'expression de Ching se durcit. La colère perce dans sa voix. Comment un médecin peut-il parler si froidement de ses patients? Shan rétorque sans ciller. Il insiste qu'il n'y a rien d'étrange à cela. La survie passe avant tout, et sans aucune capacité de combat, il est impuissant à protéger qui que ce soit. Il ajoute que si le protagoniste est vraiment venu pour le sauver, alors il devrait arrêter de bavarder et se concentrer sur sa sécurité. Shan insiste davantage, demandant si Lionheart lui a offert une belle récompense pour l'extraire de cet endroit. Lorsque le protagoniste entend le nom Lionheart, ses pensées dérivent vers César, l'homme dont ils ont récupéré un badge. Joe avait expliqué qu'il appartenait au groupe de chasseurs Lionheart, connu pour n'admettre que l'élite. Mais pour Ching, leurs critères semblent absurdement élevés. De retour au présent, alors que le protagoniste continue de s'enfoncer dans l'abîme, Shan crie qu'il va dans la mauvaise direction. La sortie se trouve de l'autre côté. Ching demande si Shan vient de la zone de l'infirmerie. Shan ricane, lui disant de ne pas se donner la peine de sauver les handicapés. Ils sont sans le sou et sans valeur. Le protagoniste répond qu'il va à l'infirmerie pour sa sœur. Shan se tente soudainement, réalisant que Ching n'est pas ici sur les ordres de Lionheart. Le protagoniste le confirme, et en ce qui concerne les déchets, il précise qu'il ne fait que les collecter. Il n'a jamais eu l'intention de les sauver. Le protagoniste s'approche d'une autre porte, lorsque Shan, le suivant de près, l'avertit que la zone devant s'est transformée en un profond labyrinthe. À l'intérieur, d'innombrables chemins ramifiés attendent, pratiquement conçus pour perdre les explorateurs. Shan propose de montrer le bon chemin. Ils peuvent trouver sa sœur ensemble puis revenir. Ne recevant aucune réponse, Shan interprète le silence comme un consentement et entre dans le portail de téléportation. Ching suit. À l'intérieur, Shan l'appelle maître et s'enquiert de son groupe. Le protagoniste répond brièvement qu'il est seul, un chasseur solitaire. Shan commence à divaguer sur des groupes d'élite comme Tartarus, Lionheart et Cloud Top, qui paient tous des salaires élevés aux chasseurs qualifiés. Il propose de présenter Ching à l'un d'eux après leur évasion. La patience du protagoniste s'épuise. Il dit à Shan de se taire et de simplement le guider vers sa sœur. Son nom est Yae Xiaozhou. Le nom secoue visiblement Shan. Les souvenirs refont surface. Il se rappelle d'un homme qui avait convaincu Xiaozhou et une autre fille, Lin Shugu, de devenir des sujets de test. Shan avait demandé comment il les avait persuadés. L'homme expliqua qu'il avait simplement demandé s'ils voulaient rester des fardeaux pour leur famille, des familles qui peinaient à payer leurs factures. Il avait demandé à Shugu si elle souhaitait continuer à être un fardeau pour son père, récemment libéré de prison, un homme qui ne la visitait jamais parce qu'il la voyait comme un poids mort. À Zhu, il avait posé une question similaire. Était-elle à l'aise de faire risquer la vie de son frère chaque jour juste pour couvrir ses frais médicaux? Les deux filles avaient accepté. Désespérées de trouver un remède, elles avaient accepté son offre. Il a présenté une soi-disant solution à leur maladie. Ils ont signé les contrats sans hésitation. Ils ont été trompés avec facilité. Shan et l'homme se tenaient devant une machine où le corps d'une fille flottait en animation suspendue. Shan a fait remarquer que même ces déchets étaient devenus utiles. Ils expérimentaient sur des filles pour accélérer le développement des changeurs de métier. Ces embryons, expliquait-il, pouvaient être vendus pour des milliards, une prétendue contribution à la société. À l'intérieur de la chambre, Shugu restait immergé. Sur l'ordre de Shan, un autre médecin lui injecta une substance, une solution de cellules souches abyssales. Mais la procédure échoua. La panique a éclaté. Shan a fait taire la salle, rappelant qu'une seule expérience avait échoué. Ils avaient des plans de secours. Puis une file fit irruption, rapportant qu'un homme, père du premier sujet, était dehors en train de faire du grabuge. Shan ordonna à ses hommes de le faire entrer. Deux gardes traînèrent l'homme en avant, déclarant que sa fille était avec le directeur. Le père confronta Shan, les yeux fixés sur la machine contenant le cadavre de sa fille. Il a dit qu'elle avait signé le contrat volontairement, mais l'expérience l'avait tuée. Shan l'a assuré qu'une compensation serait versée selon l'accord. Il conserverait également le corps pour des recherches supplémentaires. Le père a réagi violemment, frappant Shan au nez. Il l'a accusé d'être sans cœur, d'exploiter des vies innocentes au nom de la science. Shan répliqua sèchement, le traitant d'infirme qui ne pouvait même pas marcher, affirmant que la société tirerait plus de bénéfices de leur corps que de leur survie. Ces hommes maintinrent le père à terre, tandis que Shan lui disait froidement de prendre la compensation et de partir. Des larmes coulaient sur le visage de l'homme. Il a traité Shan de meurtrier, quelqu'un qui avait trompé un mineur pour signer un contrat de mort. Il ne voulait pas d'argent, juste récupérer sa fille. Shan a répondu par un hochement de tête, et les gardes ont traîné le père, tandis qu'il leur lançait des injures. Shan se tourna vers une autre machine, celle-ci contenant Xiaozhou. Il demanda au chercheur une mise à jour. L'homme rapporta qu'aucune énergie n'avait été détectée jusqu'à présent. Elle nécessitait plus d'observation. Le directeur a demandé à Shan si le frère de Xiaozhou pourrait également faire une scène comme l'autre père. Shan a écarté cette préoccupation. Son frère, affirma-t-il, n'était qu'un récupérateur. Il ne représenterait pas une menace. De retour au présent, Shan se raidit à la mention de son nom. Le protagoniste le remarque et l'interroge. Shan esquive, disant qu'il n'est pas sûr et qu'elle est peut-être à l'étage suivant. Intérieurement, il se demande comment un simple charognard est devenu si fort et si le massacre précédent de la bête avait vraiment été réel. Le docteur marmonne entre ses dents que si le protagoniste a vraiment jeté sa sœur dans la tanière d'un monstre pour mourir, il le tuera pour ça. Il continue de marcher, mais l'expression inquiète de Shan ne disparaît pas.
Le protagoniste le regarde et demande s'il a oublié le chemin. Sean secoue la tête, marmonnant qu'il s'inquiète juste pour sa sœur. Sa voix tremble alors qu'il explique qu'une horde de monstres est apparue à l'hôpital et il craint qu'elle ne soit en danger. La peur le gagne peu à peu et il murmure à voix basse qu'il blâmera tout sur les monstres. Il sait qu'il ne peut pas se permettre d'admettre la vérité, qu'il est responsable de sa mort. Soudain, un bruit résonne devant. Le protagoniste réagit immédiatement, tirant le docteur en arrière et le frappant par derrière, juste au moment où une épée fend l'air devant eux. Plissant les yeux, le protagoniste murmure que cela ne ressemble pas à une attaque de monstre. Une silhouette émerge, Ming. Il entre dans le champ de vision et s'excuse rapidement de les avoir pris pour des monstres. Se tournant vers le docteur Sean, il annonce qu'il a été envoyé par Lionheart et qu'il est venu le sauver. Sean éclate de frustration, criant à Ming, lui demandant s'il est vraiment là pour le sauver car il a failli se faire tuer il y a quelques secondes. Le protagoniste plisse les yeux, reconnaissant Ming comme celui qui a laissé ses traces près de l'entrée du labyrinthe. King a l'air complètement choqué. Il fixe Ming, stupéfait que, tandis que toute son équipe a été anéantie, Ming ait survécu. Ming répond d'un ton plat qu'il est un mercenaire payé double, et perdre des coéquipiers lors d'une mission n'est rien de nouveau pour lui. Le protagoniste connaît déjà des mercenaires comme Ming. Ils opèrent dans l'abîme, acceptent des missions à double risque pour un double salaire, et si toute leur équipe meurt, ils gardent toutes les récompenses pour eux-mêmes. Ming se retourne et commence à s'éloigner sans un mot de plus. Sean le regarde avec incrédulité et l'interpelle, exigeant de savoir pourquoi il part sans lui s'il est là pour le sauver. Il se précipite après lui, mais le protagoniste attrape Shan par le col, le tirant brusquement en arrière. Il grogne que Ming ne ressemble pas à quelqu'un venu pour sauver qui que ce soit. La façon dont il tient son épée, il n'y a aucune hésitation. C'est la posture de quelqu'un prêt à tuer. Sean cligne des yeux, confus et dépassé, incapable de comprendre ce que le protagoniste vient de lui dire. Le protagoniste se tourne vers Shan et dit qu'il l'utilise seulement pour localiser la pièce où sa sœur est piégée. Ming intervient soudainement, mentionnant avec désinvolture qu'il a vu une fille dans cette zone. Le protagoniste se raidit instantanément, l'anxiété envahissant sa voix alors qu'il exige de savoir ce qui lui est arrivé. Sean commence à paniquer intérieurement. Si elle est encore en vie, alors sa propre vie est en grave danger. Sans prévenir, Ming lance un ours en peluche vers eux et dit que bien que la fille était mignonne, elle n'a pas survécu. La révélation laisse le protagoniste sans voix, son corps figé d'incrédulité. Shan, en revanche, ressent un soulagement intérieur. Si elle est morte, alors il pourrait survivre. Ming continue calmement. Il dit qu'il lui avait déjà dit qu'il ne se souciait pas de son sort et ne la protégerait pas si des monstres attaquaient, mais qu'il avait promis de transmettre ses mots à son frère s'ils se croisaient. Il explique qu'elle espérait pouvoir attendre à l'entrée de l'hôpital jusqu'à ce que son frère vienne, juste pour qu'il sache qu'elle allait bien. Le choc du protagoniste se transforme en rage. Il se précipite vers Ming, criant qu'il était resté là à regarder pendant qu'elle était en danger. Mais Ming accueille l'accusation avec indifférence. Il répond que son seul travail est de mener à bien la mission et de toucher sa paix. Au-delà de ça, rien d'autre n'a d'importance. Puis, il révèle quelque chose de plus sombre. Il est maudit. Tous ceux qui le suivent finissent morts. Ils commencent à se battre. Le protagoniste attaque sans relâche, mais Ming essaie de parler à travers le chaos. Sa voix perce à peine la fureur. Ming l'exhorte à libérer le docteur Shan et promet de le guider sur le bon chemin en retour. Il lève son épée haut, déclarant qu'il ne montrera aucune pitié. Il affirme même qu'il a déjà envoyé ses propres camarades en enfer. King se jette en avant, percutant le bras de Ming. L'impact fait voler l'épée de sa main. Shinrikan, demandant comment Ming prévoit de le tuer maintenant sans arme. Le protagoniste sort une nouvelle arme et la lance sur Ming, mais Ming l'esquive sans effort. Soudain, le système alerte le protagoniste. Désarmement activé. Toutes ces armes seront désactivées pendant les 8 prochaines secondes. Ming saisit l'opportunité. Il se précipite en avant et projette le protagoniste loin de lui. Ching observe et remarque qu'il pensait que Ming n'était qu'un épéiste habile. Mais maintenant il est clair qu'il est mortel même sans lame. Il explique que les épéistes doublement payés sont formés pour affronter des monstres comme des pions sacrificiels, même sans armes. Puis il ajoute que Ming n'a même pas encore montré toute sa force. Ming récupère son épée et les avertit qu'il a fini de se retenir. Avec un changement de posture, il active le pouvoir de la frappe brise-roche. L'air tremble d'énergie, mais le protagoniste analyse l'attaque. Même si l'épée est puissante, son poids la ralentit. S'il bouge avant que l'attaque n'atteigne, il est confiant de pouvoir gagner. Notre garçon affronte Ming et remarque immédiatement à quel point il est rapide. King demande s'il prévoit de l'affronter en utilisant ses monstres. Sans répondre, notre garçon se précipite dans les airs vers Ming, canalisant le coup brise-roche. Mais avant qu'il ne puisse porter le coup, Ming contre-attaque, en raillant que des compétences inutiles comme celle-là ne l'aideront pas à gagner et assène un coup de poing puissant à notre garçon. Il explique que dans des circonstances normales, ce coup de poing déchirerait le corps de son adversaire, mais le poids de l'épée de notre garçon supprime sa force. Pourtant, il reconnaît que notre garçon n'est pas comme les autres de niveau haut qu'il a rencontrés. Il admet que la puissance de notre garçon est différente, mais insiste sur le fait que ses propres capacités sont encore bien supérieures. Notre garçon répond franchement, lui disant de ne pas se vanter de ses compétences en combat. Il n'est pas aussi en avance qu'il le pense. Ching, de plus en plus agité, avertit que c'est la dernière chance pour notre garçon de lui dire ce qu'il sait sur sa sœur. Pendant ce temps, Ming se souvient d'une conversation passée avec Joe à propos de Ching. Elle avait parlé de son frère avec admiration,
disant que même s'il n'est qu'un récupérateur, il se bat chaque jour pour devenir plus fort et changer son destin. Elle rêve de devenir puissante comme lui. Mais Ming a rejeté ses paroles, expliquant que les récupérateurs ne sont que des changeurs de classe de bas niveau, sans véritable force. Je s'étais emporté contre lui à ce moment-là, criant qu'il avait tort, que son frère est un vrai guerrier. Elle insistait sur le fait que Ming ne comprendrait que s'il le rencontrait en personne. Un jour, disait-elle, elle s'assurerait qu'ils se croisent pour que Ming puisse voir par lui-même que son frère est tout, sauf l'âge. Dans le présent, Ming observe notre garçon avec une attention accrue, se remémorant les paroles de Joe. Il commence à réaliser que cet homme pourrait vraiment être fort, quelqu'un qui a survécu à d'innombrables rencontres avec la mort avant d'arriver ici. Pendant ce temps, notre garçon boit sa dernière potion, voulant évaluer plus précisément les statistiques de base de Ming. Il doit confirmer si ses améliorations de dégâts en mode berserk seront suffisantes pour abattre Ming. Cet adversaire semble différent des autres changeurs de classe humaine qu'il a affrontés. Ming ne porte même pas d'armure. Son seul équipement est une grande épée. Son style de combat ne laisse à notre garçon aucun temps pour se défendre ou contre-attaquer correctement. Déterminé, notre garçon déclenche le mode berserk et se lance à nouveau de toutes ses forces. Mais Ming l'évite encore une fois sans effort, laissant King stupéfait par sa force. Enfin, notre garçon joue la carte du Soul Dash et se réengage dans la bataille. Cette fois, cependant, il remarque quelque chose d'étrange. Il ne peut plus esquiver les attaques de Ming comme avant. Soudain, Ming éclate de rire, criant sauvagement. Notre garçon le fixe, perplexe. Sans se décourager, il lance une autre attaque. Mais comme toujours, Ming s'échappe indemne. Ming déclare qu'il possède un trait qui le rend immunisé contre les attaques ordinaires, ce qui fait soupçonner à notre garçon qu'il pourrait être immortel. Il ajoute que le mythique est rempli de tels êtres, des créatures qui surpassent les limites de la technologie moderne, des compétences et de l'équipement, et inclut même des entités uniques connues sous le nom de malédiction. Ming continue en expliquant qu'une malédiction est une forme de punition divine qu'il doit endurer en échange d'une force immense et qu'il doit embrasser la mort sans peur. Les dieux lui ont accordé le trait d'immortel, mais pour l'obtenir, il a massacré d'innombrables personnes et s'est approprié leurs biens. Les dieux étaient conscients de ses actions, mais lui ont tout de même accordé le trait qu'il avait désespérément recherché. Cependant, en échange, ils lui ont pris la chose la plus précieuse. Notre garçon lance une attaque pour le tuer, enfonçant Ming dans le sol, tandis que ses pensées tournent autour du concept du trait des morts vivants. De loin, Xiang crie que cela confirme la rumeur des mythes, que les monstres peuvent transférer des traits en changeant de profession. Il explique que le trait des morts vivants est extrêmement puissant, accordant une régénération infinie tant que l'utilisateur ne manque pas d'énergie. Soudain, la main de Ming jaillit du sol et il se hisse vers le haut. Il dit à notre garçon que juste avant la mort, sa main a effleuré l'éternité, lui permettant de se relever. Depuis lors, il est devenu une étoile solitaire de la malchance. Après ce moment, ses coéquipiers ont commencé à mourir les uns après les autres. Qu'ils soient morts naturellement ou qu'ils aient été tués par lui reste incertain, mais il est difficile de croire qu'il n'était pas responsable. Sa réputation est devenue si ternie que de nombreux faiseurs de jeux ont refusé toute mission l'impliquant. Mang remarque que c'était le prix à payer pour avoir touché l'éternité. Bien que techniquement mort, c'est ainsi qu'il continue d'exister. Il active ensuite sa compétence de souhait de mort, un mouvement qui ne peut être déclenché que sous certaines conditions, et fonce sur le protagoniste de toutes ses forces. La peur s'empare de notre garçon alors que Ming déchaîne un mélange féroce de techniques de combat et de pouvoirs imprégnés de malédiction. En réponse, le protagoniste active la carte Cauchemar de Sang. Ming frappe sans relâche avec son épée encore et encore. Alors que Ye King observe l'assaut, le doute s'installe, se demandant si le trait de mort-vivant est vraiment imbattable. Ming, apparemment confiant dans son avantage, revendique la victoire en voyant les capacités du protagoniste. À ce moment-là, notre garçon déploie une carte verte, son artefact divin, et une faucheuse spectrale se jette sur Ming. Pour Ming, l'arme ne semble pas être physique. Elle ressemble plutôt à la manifestation d'un effet de compétence. Notre garçon explique que c'est un trait de désespoir. Si une cible meurt à cause de cela, le trait est déclenché. De plus, à la fois les points de vie et le mana se régénèrent progressivement sous son influence. Comme le corps de Ming est déjà techniquement mort, la compétence s'active à chaque coup. Notre garçon ajoute que Ming survit uniquement grâce au mana. Pour quelqu'un d'undead, une barre de santé n'est rien de plus qu'un affichage sans signification. Sa vitalité réelle réside dans sa réserve de mana. Ming reconnaît cela, impressionné que le protagoniste ait découvert ces informations si rapidement, bien mieux que la plupart. Notre garçon proclame que l'abîme fonctionne sur le pouvoir des règles et que chaque énigme a une solution. Un ennemi puissant pourrait être un brute imprudent. Un canon de verre pourrait infliger des dégâts dévastateurs, mais tomber facilement. Et même quelqu'un avec un corps invincible abrite probablement une vulnérabilité à l'extérieur. De même, il attire les ennemis dans des échanges de vie pour vie en utilisant des tactiques sacrificielles, leur faisant croire qu'ils peuvent l'égaler coup pour coup, mais peu osent le défier dans de tels échanges, supposant qu'il ne peut pas être tué de cette manière. Cette fausse croyance, dit-il, est la faiblesse délibérée qu'il projette. Ming est d'accord, admettant que la survie dans l'abîme dépend de la maîtrise de ses règles et que même notre garçon porte un tel défaut. Il suggère que parmi les 6 attributs principaux, il doit y en avoir un que le protagoniste ne peut pas entièrement compenser. Notre garçon rétorque qu'il est différent des autres changeurs professionnels, se vantant d'une abondance de points excédentaires répartis uniformément sur toutes les statistiques, parce que sa profession est celle d'un guerrier hexagonal.
Alors qu'il observe la blessure de Ming essayer de se refermer, il pense qu'il vaut mieux terminer le combat avant que la guérison ne commence. Il lance une autre attaque à pleine puissance, poussant chaque statistique à sa limite. Ming réalise que notre garçon ne bluffait pas sur sa force. King affirme qu'il a maîtrisé chaque technique, quelle que soit la catégorie. Il sait que les attaques physiques seules ne peuvent pas tuer Ming, mais qu'une agression constante épuisera son mana, arrêtant sa régénération. Une fois épuisé, même Ming tombera. Notre garçon continue son assaut implacable, forçant Ming à brûler son énergie restante. Il utilise à nouveau récolte du désespoir, et, pendant l'affrontement, demande si le mana de Ming diminue. Cette fois, il semble que notre garçon ait l'avantage, mais Ming, calme et observateur, lui rappelle que même les énigmes apparemment insolubles doivent avoir une réponse. Il jette alors un coup d'œil à un ours en peluche qui est tombé, attirant l'attention de notre garçon. Il se demande quand il a glissé de sa main. Pendant ce temps, le bras de Ming commence à se fissurer et à s'effriter en morceaux. Il frappe notre protagoniste avec son autre main, le projetant de la bouche directement au sol. Il affirme son aversion pour quiconque ose interférer, impliquant que même s'ils étaient coéquipiers, il n'hésiterait pas à les combattre sans réfléchir. Mais pour lui, notre protagoniste est différent, quelqu'un qui conserve encore la morale d'une personne vivante, comme le montre sa tentative de sauver quelqu'un que Ching considère comme un déchet sans valeur. Au même moment, Ching serre fermement la main du protagoniste dans la sienne. Ching exige qu'il choisisse entre la vie de sa sœur et celle de Shen. Les mots laissent le protagoniste stupéfait. Il est forcé de choisir entre sa sœur, qu'il a déjà dit à Ching être morte. Ming retire sa main et demande quand exactement il a affirmé qu'elle était morte. Il admet qu'il essayait simplement de le manipuler en utilisant l'ours et révèle ensuite qu'il sait en fait où elle se trouve en ce moment. King éclate de rire, expliquant que sa sœur est tout aussi têtue à mourir que lui. Le protagoniste, complètement confus, le presse d'expliquer ce qu'il veut dire. Quelques heures plus tôt, Ching avait combattu d'énormes monstres. L'un d'eux tenait Joe dans sa poigne tandis qu'elle sanglotait sans espoir. Elle croyait que Ming ne viendrait pas la sauver, comme il l'avait prévenu auparavant, et ses pensées se tournaient vers son frère, qui avait travaillé si dur juste pour payer le traitement de sa jambe blessée. Elle n'avait jamais voulu devenir un fardeau pour lui. À travers ses larmes, elle implorait les cieux de lui accorder la force de se défendre. Puis soudain, ses yeux brillèrent d'une lumière surnaturelle. Elle avait débloqué une nouvelle compétence, la métamorphose. En un clin d'œil, elle se transforma en un ours massif et massacra les monstres autour d'elle en quelques secondes. La raison de sa transformation soudaine était claire. Ceux séduits par l'abîme sont bien plus susceptibles d'éveiller leur pouvoir caché. Ming reconnut rapidement Joe comme l'une des personnes affectées. Il faillit l'attaquer sur le champ, ayant entendu comment la tentation de l'abîme pouvait priver les victimes de leur raison et les transformer en véritables monstres. Pendant ce temps, Joe en forme d'ours se tenait là en larmes, demandant ce qui lui était arrivé. Elle remarqua qu'elle avait grandi de manière significative et pouvait soudainement marcher, ce qui lui parut suspect. Ming exigea de savoir si elle avait perdu la tête et lui demanda de dire son nom. Lorsqu'elle répondit correctement, il comprit qu'elle n'était pas complètement sous l'influence de l'abîme. Il lui dit de regarder dans un miroir, et ce n'est qu'alors qu'elle comprit sa forme monstrueuse. La panique la submergea alors qu'elle s'inquiétait de la façon dont elle pourrait à nouveau faire face à son frère. Comment pourrait-elle le rencontrer comme ça? Elle supplia Ming de trouver un moyen de retrouver sa forme humaine, mais il avoua qu'il n'avait pas de réponse. C'était son talent, après tout, pas le sien. Puis il se détourna, disant qu'il essaierait de trouver son frère tout en poursuivant sa mission. Si elle ne voulait plus l'accompagner, cela lui convenait aussi. Avant qu'il ne parte, elle lui tendit l'ours en peluche et lui demanda que s'il rencontrait un jour son frère, de bien vouloir lui dire qu'elle avait juste besoin de temps pour se préparer mentalement. Ming accepta l'ours et donna sa parole. De retour au présent, Ming affirme qu'il a maintenant l'avantage dans ce combat, mais insiste sur le fait qu'il n'y a pas de raison de continuer à se battre. Sean devient visiblement anxieux en entendant que Joe est toujours en vie. Ming révèle alors la véritable raison de l'état actuel de Joe. C'est la faute du Dr. Sean. L'émergence de l'abîme remonte également à lui. Lors d'une des expériences de Sean, il a causé la mort de Lin Shuyan. Son père en deuil a cherché à se venger et a utilisé une clé spéciale pour ouvrir une porte vers l'abîme à l'intérieur de l'hôpital, dans l'intention de détruire le laboratoire de Sean et toutes ses recherches. L'homme s'attendait à ce qu'une équipe de secours vienne chercher Sean, alors il a préparé le terrain pour piéger le docteur à jamais dans l'abîme. Ming avait confronté le père, lui demandant s'il comprenait les conséquences de ce qu'il avait fait, mais l'homme a répondu que de tels résultats n'étaient pas nouveaux pour lui. À présent, le Dr. Sean insiste sur le fait qu'il a déjà mis en place un plan de compensation pour Shuyan et qu'il a même géré les affaires concernant son père. Il ajoute qu'elle était essentiellement une cause perdue. Son traitement était bien trop coûteux pour ce qu'elle valait. Le protagoniste, désormais profondément troublé, se demande si Sean avait utilisé Joe de la même manière. Paniqué, le docteur jure qu'il ne lui a rien fait. Il explique qu'elle est tombée dans l'abîme avant même qu'il n'arrive et qu'il était impuissant à l'aider. De plus, tous ceux qui ont participé aux expériences l'ont fait volontairement et il les a compensés qu'ils survivent, ou non. Entendre le mot compensation envoie une décharge de fureur à travers le protagoniste. Il se jette en avant et frappe le docteur en plein visage. Le docteur Sean saigne de la bouche alors qu'il est allongé par terre, se moquant qu'elle ne pouvait même pas marcher. Alors pourquoi se bat-il pour quelqu'un d'aussi inutile?
Il insiste qu'il essayait simplement de maximiser sa valeur en tant que personne. Si elle s'était sacrifiée pour la recherche scientifique afin d'aider les changeurs de métier, elle aurait été honorée. Le protagoniste saisit le docteur avec ses mains recyclées, déclarant que Sean ne comprendra jamais qu'elle est la seule famille qui lui reste, la seule survivante après le désastre. Sean balbutie qu'il ne le pensait pas de cette façon. Avant qu'il ne puisse en dire plus, des mains gigantesques le plaquent au sol. Le protagoniste le soulève par le col, grognant que Sean est celui qui est si inutile que même l'enfer ne voudrait pas de lui. Il le jette vers Ming, se détournant avec une remarque froide que Sean lui appartient désormais. Ming s'arrête, se demandant si cela signifie qu'ils ont conclu un accord. Le protagoniste dit que la seule chose qui compte pour lui maintenant est la sécurité de sa sœur. Alors qu'il s'éloigne, Ming s'avance vers le docteur et déclare qu'il va le tuer, accomplissant à la fois son devoir de mercenaire et le dernier souhait de son père. Le docteur, paniqué, demande de quelle mission Ming parle, offrant de payer le double de ce que le vieil homme a donné. Ming répond qu'une personne n'a qu'une seule vie. Comment s'attend-il à donner le double de cela? Sean, confus, demande de quoi il parle. Ming jette un coup d'œil au protagoniste qui s'approche de la porte et crie qu'il aimerait un vrai combat avec lui la prochaine fois. Le protagoniste arrive à l'endroit mentionné par Ming où sa sœur est supposément gardée. Zhu sort de derrière un mur, les larmes coulant sur son visage, et demande s'il est vraiment son frère. Le protagoniste s'excuse d'être arrivé en retard. Elle secoue la tête, disant qu'elle devrait être celle qui s'excuse de toujours l'entraîner dans le danger, d'être un fardeau. Yaking lui dit doucement qu'il n'y a plus de monstre maintenant, et qu'elle est en sécurité. Mais Zhu insiste qu'il a tort, il y a encore un monstre juste devant lui. Elle s'effondre au sol, pleurant en se désignant du doigt, avouant qu'elle est devenue un monstre. Elle admet qu'elle a toujours voulu se lever de sa chaise pour aider son frère. Dépendre de lui pour tout l'avait rendue honteuse, et elle voulait le protéger à la place. Mais maintenant, elle se sent étrange. Pour la réconforter, le protagoniste explique que beaucoup de gens qui ont l'air humains ne valent pas mieux que des monstres. Mais des gens comme elle, même transformés en quelque chose de monstrueux, possèdent encore un cœur bon. Elle demande s'il le croit vraiment. Il hoche la tête, lui assurant que son travail est de s'occuper des monstres. Il sait faire la différence. King regarde les cadavres éparpillés dans la pièce et demande si c'est elle qui les a tués. Il remarque qu'elle semble beaucoup plus forte maintenant. Shu secoue la tête, disant qu'elle n'a pas tué tous les hommes bêtes. Elle en désigne un, expliquant que c'était le seul monstre qu'elle a abattu juste après sa transformation. Le protagoniste l'encourage, disant qu'il semble qu'elle ait déjà atteint un haut niveau. Soudain, son corps commence à briller à nouveau. Quelques instants plus tard, elle revient à sa forme humaine et s'effondre au sol. Confuse, elle se demande comment elle est redevenue normale. Son frère explique que la transformation utilise du mana. Une fois que son mana est épuisé, elle revient à sa forme originale. Cela signifie qu'elle n'est pas un monstre, c'est simplement sa capacité de métamorphose. Après s'être transformée en ours, elle peut marcher librement. Il la soulève, la félicitant d'être devenue une changeuse de métier. Elle peut se tenir debout toute seule maintenant. La joie inonde son visage lorsqu'elle réalise qu'elle peut enfin se battre comme lui. King la place dans le fauteuil roulant, promettant fermement qu'il ne la laissera plus jamais entrer dans un endroit dangereux comme l'abîme. Elle demande s'il a rencontré quelqu'un en venant ici. Il fronce les sourcils, demandant de qui elle parle. Zhu décrit un homme qui lui ressemblait un peu. Lorsqu'elle a parlé de son frère à l'étranger, il a exprimé le désir de le rencontrer, pensant qu'il partageait des similitudes. L'homme a également affirmé que tuer son frère serait aussi difficile que de se tuer lui-même. Alors que le protagoniste la pousse vers la porte, écoutant son histoire, il murmure que cela ne ressemble pas à quelqu'un avec qui il s'entendra. Notre protagoniste dort paisiblement dans sa chambre lorsque son téléphone sonne soudainement. Il répond à l'appel, et la voix à l'autre bout le confronte immédiatement, disant qu'il n'est pas venu depuis des jours, pas depuis leur travail au marché public de la ville. Le ton de l'homme devient brusque alors qu'il commence à crier, exigeant comment il ose même penser à agir en solo avec le gars du serment de sang. Le protagoniste s'excuse auprès de son oncle, expliquant qu'il avait urgemment besoin d'argent et qu'il a trouvé un travail qui offre de l'argent rapidement. L'homme demande s'il travaille toujours comme récupérateur. Le protagoniste le rassure qu'il n'a pas changé de voix, il est toujours un récupérateur. La voix de son oncle s'élève à nouveau, remplie de frustration et d'inquiétude. Il soutient que le protagoniste est encore jeune et inexpérimenté, et il s'inquiète que quelque chose puisse lui arriver. Il lui rappelle aussi d'être prudent, en soulignant qu'il a une sœur à s'occuper également. L'appel se termine avec le protagoniste appréciant silencieusement l'inquiétude de son oncle pour eux. Juste après, il reçoit un message texte. 2 400 000 yuan ont été transférés sur son compte par Zinger. Avec cela, elle laisse un message. Elle a vendu tous les articles à son nom comme il l'avait demandé et lui rappelle de ne pas oublier de la remercier. La vue de tous ces zéros illumine son visage de joie. C'était son plan depuis le début de vendre son butin par l'intermédiaire de Xingran, sachant que sa renommée empêcherait les autres de remettre en question la légitimité des articles. La nuit dernière, il avait rapporté une prise importante de l'abîme. Quand Xingran a posé des questions à ce sujet, il a prétendu avec désinvolture qu'il ramassait juste des déchets et était tombé sur le butin. Peu convaincue, elle a insisté pour connaître la vérité. Il a expliqué qu'il ne pouvait plus utiliser ces objets de haute classe, ce qui les rendait techniquement des biens récupérés. Xingran s'est moqué de lui, disant que c'était un peu pathétique. Il était encore un récupérateur de niveau 1, mais il semblait maintenant beaucoup plus développé physiquement.
Le protagoniste a répondu qu'il avait traversé beaucoup de choses dernièrement et qu'il avait mûri à cause de cela. Singron a réalisé que le métier de récupérateur n'était toujours pas répertorié dans le grand tableau des changements de métier, ce qui signifiait qu'il ne pouvait pas monter de niveau par les voies normales. Mais elle a souligné qu'il pourrait y avoir une autre façon de devenir plus fort. Il a expliqué qu'il ne ramassait que des déchets et, d'une manière étrange, il était logique que quelqu'un puisse devenir plus fort simplement en faisant cela. Qu'il a ensuite demandé s'il avait sérieusement l'intention de s'approcher du comité mondial et de passer l'examen de chasseur. Mais pour cela, il aurait besoin d'une explication légale pour tous les objets qu'il a rapportés de l'abîme. Le protagoniste a demandé si réussir l'examen de chasseur lui permettrait réellement d'entrer légalement dans l'abysse. Elle a répondu qu'il avait enfreint la loi tout ce temps et risquait la prison s'il était jamais attrapé. L'examen, a-t-elle expliqué, est conçu pour tester si une personne peut convaincre l'instructeur qu'elle mérite d'entrer dans l'abysse en tant que chasseur officiel. Il aurait également besoin d'un arbitre pour l'examen. Comme elle avait confiance en ses capacités, elle a proposé de se porter garante pour lui et a promis de l'aider à réussir. Il lui a demandé si elle croyait vraiment qu'il pouvait y arriver. En réponse, elle a fait vendre tout ce qui était à son nom et a réaffirmé son soutien, disant qu'il l'avait aidé par le passé et que c'était maintenant son tour. Maintenant, dans le présent, le protagoniste sort du lit, murmurant qu'il lui doit vraiment une fière chandelle cette fois. Soudain, il remarque une boîte de livraison par terre. Zhu explique qu'elle a commandé un bento pour lui, soulignant qu'il n'a même pas de cuisine chez lui. Il remarque qu'elle est vraiment levée tôt. Zhu répond que c'est son premier jour de retour de l'abîme et qu'elle n'a pas l'intention de rester allongée au lit. Alors que le protagoniste mange son petit déjeuner, il demande à sa sœur comment vont ses jambes. Elle se lève légèrement de son fauteuil roulant et déclare fièrement que depuis hier, elle a commencé à retrouver un peu de mouvement, comme ceci. Curieux, il demande comment elle a réussi cela du jour au lendemain. Zhu explique qu'elle avait peur que sa transformation en ours puisse endommager la maison, alors elle a concentré toute sa magie sur ses genoux à la place. Mais il l'exhorte à ne pas trop se forcer, lui rappelant qu'elle n'est pas un fardeau pour lui. Elle lui assure qu'elle ne force rien. Elle croit vraiment qu'elle est sur la voie de la guérison. Le protagoniste enfile sa veste et se dirige vers la porte. Zhu, inquiète, demande où il va si tôt. Il lui dit qu'il a quelque chose d'important à régler et promet de revenir bientôt. Elle a l'air surprise. Même le week-end ? Il sort, en disant qu'il travaille aussi le week-end, et ferme la porte derrière lui. Pendant ce temps, Zhu le regarde partir et se demande s'il va voir sa petite amie. Il se tient maintenant devant le bâtiment où l'examen doit avoir lieu, visiblement nerveux. Des dizaines d'autres personnes en reconversion professionnelle sont rassemblées là-bas également. Le protagoniste entend quelqu'un demander au groupe s'ils sont là pour l'examen de chasseur et quelle équipe de chasse ils espèrent rejoindre. Cet homme est Zhu Tang, qui est également arrivé pour passer l'examen. Il s'approche du protagoniste et demande s'il est là pour le test aussi, ce qui implique clairement qu'il n'a jamais eu de certificat auparavant. Le protagoniste répond qu'il passe l'examen maintenant parce qu'il a enfin l'argent pour le faire. Cet examen n'est pas bon marché. Il demande alors ce que Tang fait ici puisque, à sa connaissance, Tang a déjà un certificat et il continue de descendre les escaliers. Tang explique qu'il s'entraîne au combat rapproché suivant les conseils du protagoniste. Cependant, aucune équipe de chasse ne l'a encore accepté car il pense qu'il ne fait que s'essayer pour acquérir de l'expérience. C'est pourquoi il est ici, pour prouver qu'il est vraiment compétent en combat. Zhu ajoute que si le protagoniste parvient à obtenir le certificat de chasseur, il deviendra sans aucun doute le DPS principal. Le protagoniste répond que c'est exactement ce qu'il prévoit. Juste à ce moment-là, un groupe de voyous commence à crier aux autres changeurs de jeu également rassemblés pour l'examen de s'écarter. Leur chef ricane et se demande s'ils ont vraiment besoin de faire la queue pour un certificat aussi ridicule. Ces hommes commencent à se frayer un chemin, poussant les gens de côté et proférant des menaces en se taillant un passage. Ils déclarent bruyamment que leur patron a reçu un emploi choisi par les dieux. En entendant cela, le protagoniste commence à penser à Xingran, qui possède également une classe choisie par les dieux en tant que chevalier. En plus de ses compétences standards, elle peut utiliser la magie de glace, invoquer des boucliers défensifs et même guérir des blessures. De plus, son potentiel de croissance dépasse largement celui des autres. C'est précisément pour cette raison que des individus comme elle sont classés S. Ces rôles sont appelés des emplois choisis par les dieux parce qu'au-delà de leur capacité de base, ils reçoivent des augmentations de statistiques aléatoires et voient de leurs faiblesses inhérentes effacées, presque comme des bénédictions divines. Le protagoniste mentionne qu'il s'inscrira après cet homme. Je remarque qu'il n'y a rien de spécial chez ce type. Il a juste eu plus de chance que la plupart. Pendant ce temps, l'homme commence à faire pression sur les examinateurs pour qu'ils lui remettent un certificat. Lorsque l'examinateur demande quel type il veut, il déclare qu'il est un élu des dieux. Donc, naturellement, il veut le certificat tout en un, pas un des ordinaires. En entendant cela, des murmures parcourent la foule, alors que les gens se demandent s'ils visent vraiment cette carte. Quelqu'un commente que c'est évident. Il a une classe choisie par les dieux, donc cela a du sens. Ses subordonnés commencent à se vanter de son talent et de sa force, avertissant tout le monde de rester à l'écart parce que leur patron est le meilleur talent parmi eux. Soudain, une fille aux cheveux violets saisissants s'avance et demande s'il parle du meilleur talent. Dès qu'il la voit, l'homme est visiblement ébloui par sa beauté et l'invite immédiatement à rejoindre son équipe. Mais la fille rejette son offre sans hésitation. L'homme lui conseille de ne pas le refuser si vite, se vantant qu'il n'est pas seulement un élu des dieux, mais aussi excellent au lit.
Enragée, la fille lance une attaque de feu qui le projette à travers la pièce dans un coin. Ses hommes se précipitent pour éteindre les flammes, insistant sur le fait qu'elle n'avait pas besoin de le frapper aussi fort et avertissant qu'elle n'a aucune idée de la fureur dont leur patron est capable. L'attaque qu'elle a déclenchée était une explosion instantanée que peu de gens peuvent réaliser. L'homme, maintenant fumant et furieux, la fixe et devient déterminé à découvrir qui elle est. Alors que Drew essaie de comprendre le chaos qui se déroule, les spectateurs commencent à rire de l'homme qui se proclame choisi par les dieux. Il est maintenant furieux, humilié à cause de la riposte de la fille et de tout le monde qui se moque de lui. Il jure qu'elle va le payer. Mais à ce moment-là, quelqu'un pose fermement une main sur son épaule. L'homme se retourne brusquement, prêt à s'emporter, et demande si la personne a un souhait de mort, pour se figer dès qu'il reconnaît l'aura. C'est le protagoniste, et la pression pure qui émane de lui fait tressaillir l'homme de peur. King intervient et conseille au protagoniste de ne pas utiliser ses pouvoirs si négligemment, lui rappelant qu'il y a beaucoup d'examinateurs autour et que provoquer des problèmes pourrait se retourner contre lui. Le voyou se tait immédiatement. Une examinatrice s'approche avec 2 gardes imposants et déclare que l'utilisation de compétences dans les espaces publics est strictement interdite. Le protagoniste lui assure que tout le monde est juste tendu à cause de la chaleur accablante. La fille aux cheveux violets présente également ses excuses. L'examinatrice les avertit qu'une autre infraction entraînera une arrestation immédiate. Elle demande ensuite à la fille aux cheveux violets quelle est sa classe et quel type de certificat elle souhaite demander. La fille répond qu'elle est élémentaliste de feu et qu'elle veut postuler pour le certificat de lanceur de dégâts magiques. En raison de la perturbation précédente, l'examinatrice lui demande de poser sa main sur un cristal magique. La fille s'exécute, tandis que l'examinatrice observe avec un soupçon d'intrigue, révélant finalement que ses lectures sont hors normes, un score d'indice anormal. L'examinateur explique que de nombreux chasseurs non enregistrés et hautement qualifiés continuent d'émerger de l'abîme, et que ces précautions sont nécessaires pour la sécurité publique. Mais la fille lui demande de répéter le test, pensant qu'il pourrait y avoir eu un dysfonctionnement. Elle fait ensuite un geste vers le cristal, qui réagit maintenant correctement, indiquant qu'elle a réussi l'évaluation. En la voyant se réjouir ainsi, le protagoniste remarque qu'elle semble être une personne complètement différente. Drew assure au protagoniste qu'avec sa force, il va certainement réussir le test. Puis l'examinateur appelle la personne suivante. C'est le protagoniste. Elle demande pour quel certificat il a l'intention de postuler. Il répond fermement, affirmant qu'il veut le certificat tout en un. Elle questionne immédiatement sa profession, soulignant que seuls les élus osent postuler pour celui-là. Le protagoniste lui dit calmement qu'il est un récupérateur et que son niveau actuel est 1. Des rires éclatent parmi les changeurs de métier environnants, le ridiculisant. Zhu intervient brusquement, les avertissant de se taire, leur rappelant que son frère, Xing, pourrait tous les écraser d'une seule main. Pendant ce temps, le protagoniste explique qu'il vise simplement un rôle qui s'intègre dans n'importe quelle équipe, car c'est la seule façon pour lui de gérer la situation. L'examinateur admet qu'il est techniquement autorisé à postuler, mais il doit comprendre comment les candidats au certificat tout en un sont testés. Cette révélation le stupéfie. Il lui demande de répéter, choqué. Une fille aux cheveux violets à proximité plisse les yeux, essayant de comprendre ce que le fait de fouiller implique et quel type de travail c'est réellement. L'examinateur explique. Tandis que les autres candidats sont autorisés à entrer dans l'abîme ensemble, ceux qui postulent pour le certificat tout en un doivent affronter la tâche seuls. Elle ajoute que bien que le test puisse sembler facile, le passer en solo le rend considérablement plus difficile. Le protagoniste demande s'il obtiendra vraiment le certificat après avoir traversé l'abysse. Elle lui conseille de ne pas tenter l'épreuve, disant que seuls les candidats expérimentés empruntent cette voie et impliquant qu'à son niveau, c'est pratiquement un suicide. Puis elle l'observe et ajoute qu'il doit soit être un parfait imbécile, soit un maître caché. Elle lui demande de poser sa main sur la pierre de cristal. Il soulève la pierre, mais rien ne se passe. La salle éclate de rire à nouveau. Les autres se moquent de Drew, raillant que son frère ne possède même pas de magie et veut pourtant plonger dans l'abîme. Zhu leur grogne de se taire. Le protagoniste attrape la clé et l'examinateur l'informe que s'il veut vraiment gâcher sa vie, ils ne seront pas tenus responsables. Elle explique ensuite l'outil de restriction de téléportation et l'endroit précis où il peut utiliser la clé. Il commence à marcher vers cet endroit alors que Drew l'appelle, l'exhortant à être prudent et à revenir sain et sauf. Soudain, l'homme qui s'était précédemment déclaré candidat choisi par les dieux crie à l'examinateur, exigeant la même clé qu'elle a donnée au fouilleur d'ordures parce qu'il veut relever le même défi. Elle s'excuse et lui dit qu'il n'y a qu'une seule clé par niveau de difficulté, donc s'il veut participer, il devra attendre la prochaine fois. L'homme ricane et dit qu'il ira quand même, pas en tant que coéquipier du protagoniste, mais seul. Elle plisse les yeux et demande s'il a l'intention de défier le protagoniste en tant que concurrent. Son garde se penche et murmure que bien que les équipes soient interdites, il n'y a pas de règle contre la compétition. Elle y réfléchit et accepte, annonçant que seul celui qui sortira de l'abîme avec du butin sera déclaré vainqueur. Elle les avertit de ne pas s'associer secrètement, car la difficulté du donjon augmente automatiquement lorsque plusieurs personnes entrent.